Monsieur Jacquin, cher ami, je te laisse introduire. Merci Barbara. Donc, vous venez de découvrir Barbara avec un magnifique logo de Citoyen et Territoire, alors qu'elle est présidente du CAUE de Meurthe-et-Moselle. C'est pour vous induire en erreur. Et pour ma part, j'ai derrière moi les deux logos, ceux du CAUE et ceux de Citoyen et Territoire en tout petit. Euh, je suis donc Olivier Jacquin. Je suis à la fois agriculteur, sénateur de Meurthe-et-Moselle, ancien président du CAUE de Meurthe-et-Moselle. Et c'est en arpentant les territoires que je me suis dit qu'autour de ces thématiques absolument étonnantes et passionnantes que sont les cimetières et leur nouvelle végétalisation, qu'il y avait certainement un sujet à approfondir. Je dis bien un sujet passionnant et extrêmement sensible pour nos concitoyens. De mon expérience de sénateur, j'ai vu des crises apparaître dans les communes pour des défauts d'entretien de cimetières. Je n'ai pas vu d'élection se gagner sur l'entretien exceptionnel d'un cimetière, mais l'inverse me semble être vrai. Et bref, dans cette période de transition climatique, avant les choses étaient assez faciles, un coup de glyphosate et on semait la mort dans le cimetière, dans le jardin des morts. Mais aujourd'hui, avec le verdissement des cimetières, l'équation est complètement différente. Et cela apparaît a priori difficile, particulièrement quand on a un cimetière qui est en pente. Mais on a maintenant des exemples dans toutes les conditions où on arrive à végétaliser les cimetières et en faire des lieux qui respirent beaucoup mieux et qui deviennent agréables, je précise, agréables pour le recueillement, puisque c'est leur sens particulier. Ce n'est pas un concours d'esthétique, mais c'est un endroit dans lequel les concitoyens, lorsqu'ils y vont, doivent se sentir dans un moment de recueillement et favoriser le recueillement. Donc voilà pour la petite présentation de l'attendu du sujet. Maintenant, je vais donner la parole à Barbara et j'ai déjà donné une clé de pourquoi on est en partenariat citoyen et territoire. Et Barbara va parler des CAUE. Un petit mot sur citoyen et territoire. On est une association de développement local qui a plus de 20 ans, qui s'est créée en Meurthe-et-Moselle et qui rayonne maintenant depuis 2015 sur l'ensemble du Grand Est. Et donc, c'est parce qu'on a ce lien particulier avec la Meurthe-et-Moselle qu'on démarre aujourd'hui le partenariat avec le CAUE de Meurthe-et-Moselle. Mais Barbara vous dira comment on veut, au travers de ce webinaire expérimental, rayonner sur l'ensemble du territoire avec d'autres CAUE et d'autres départements. Vas-y, Barbara, à toi la parole. Merci Olivier. Eh bien, bonjour à tous. Je suis ravie que vous soyez si nombreux. Donc, je suis Barbara Thirion. Je suis présidente du CAUE et pas de territoire citoyen et territoire comme le laisserait le logo derrière. Techniquement, par contre, voilà, je ne suis pas informaticienne et j'ai pas réussi à faire le nécessaire. Mais peut-être qu'un jour, je serai aussi présidente de citoyen et territoire. Pourquoi pas? Excuse-moi, mon Eh ben, cher tiens, Olivier. et tu ne le sais pas encore, mais la présidence est ouverte là. Et on a ouvert avec le conseil d'administration une réflexion pour que ça évolue. Voilà. Donc, le CAUE, je pense que pour ceux qui connaissent, donc c'est le conseil en architecture, en urbanisme et en environnement. Et là, on est un peu sur la partie environnement. Et avec Citoyens et Territoires, nous avons décidé, parce que moi aussi je suis élue dans une toute petite commune de Fresnes-en-Saintois, dans le Saintois. Je suis aussi enseignante et je suis conseillère départementale. Et dans mon petit cimetière de Fresnes-en-Saintois, eh bien, tous les ans, on demandait des bénévoles, par exemple, pour aller nettoyer les herbes qui poussaient à travers les allées entre les gravillons. Et on s'est rendu compte qu'en fait, ben, il y avait de moins en moins de bénévoles, que c'était de plus en plus compliqué, qu'il y a eu les normes phytosanitaires qui sont arrivées, que l'eau aujourd'hui est devenue donc un petit peu complexe à garder ou à pouvoir avoir sur le territoire. Et le CAE avait déjà travaillé sur la végétalisation des cimetières. Donc, bah, ça résout quand même pas mal le problème des bénévoles qui viennent nettoyer les allées gravillonnées. Et puis, en même temps, il y a une dimension écologique, environnementale qui est très intéressante. Et on pense que c'est vraiment dans cet objectif-là, vers cette voie d'avenir-là, qu'il faut qu'on travaille tous ensemble. Et Olivier a raison, il y a aussi le côté humain. Nous, on a quelques villages qui sont partis justement déjà sur la végétation
végétalisation des cimetières. Et quand on va à Vaudémont, sur le cimetière de Vaudémont, juste à côté de l'église, tout le cimetière est végétalisé. Et quand vous entrez là, bien en effet, c'est un lieu de paix, c'est un lieu de réflexion, c'est un lieu aussi où on peut voilà, se reposer. Et je crois que ça coche toutes les cases du bénéfice. Quand on revégétalise, on fait du bien à la nature. Et quand on a un cimetière végétalisé, on se fait du bien à soi et aux autres. Donc voilà pourquoi on a lancé ce cycle d'études et aussi ce cycle de visites en partenariat. Mais on n'est pas que tous les deux en partenariat. On a demandé aussi à deux autres partenaires de nous aider dans ce cycle. On a demandé à l'ADM 54, donc à l'Association des maires, et puis au CNFPT aussi, de nous aider dans cette volonté d'aller auprès des élus, auprès des techniciens, auprès des agents, des professionnels, des paysagistes, concepteurs, de venir avec nous pour voir un petit peu ce qui se fait et là où on peut aller le plus facilement possible tous ensemble. Donc, on va donner la parole aujourd'hui à plusieurs intervenants. Et puis, vous pourrez poser toutes vos questions comme vous voulez au fil de l'eau. La réunion va durer 2 heures. À 16 heures, nous arrêterons. Et ensuite, vous allez pouvoir aller poser toutes vos questions sur le chat. Alors, le chat, vous savez, c'est les petites questions écrites qu'il y aura sur le côté de votre écran. Et donc, Claire, que je remercie aussi ici, et puis Régis. Alors, Claire, elle est de Citoyen et Territoire. Régis, il est du CAUE. Ils vont pouvoir, au fur et à mesure, poser les questions et les intervenants pourront y répondre. Et puis, vous, en tant qu'élu, eh ben, n'hésitez pas à prendre la parole. Et voilà, et on répondra au fil de l'eau à toutes vos attentes. Je vous souhaite une très bonne réunion. Nous sommes vraiment ravis d'être avec vous pour ce très beau projet. Olivier, à toi. Merci à toi, Barbara, pour cette intro qui complète la mienne, et c'est vraiment parfait. Voilà le cadre bien installé maintenant. Et je vais donc donner la parole à la première intervenante, qui est Julie Rousset. Elle est doctorante, ça veut dire qu'elle est chercheur. On a bien entendu trouvé, il y a des chercheurs sur tous les sujets, et on en a trouvé une remarquable sur le sujet des cimetières. Et donc, Julie Rousset va prendre la parole. Je ne la vois pas apparaître encore, va prendre la parole pour nous introduire le sujet sur une histoire de l'évolution de la conception des cimetières. Et donc, si vous avez pu voyager un peu à l'étranger, et moi, je vous avouerai que quand je suis à l'étranger, je vais toujours observer les cimetières, et il y a des cultures qui sont vraiment très, très différentes par rapport à ça, entre le cimetière juif de Budapest, et puis celui de Stockholm, totalement enherbé, ou bien encore, j'ai vu au bord de la mer en Tunisie un cimetière maritime absolument remarquable, ou même des cimetières français qui sont un petit peu différents, puisque je parle de cimetières maritime. Celui de Sète est remarquable aussi par le paysage qu'il permet de découvrir. Mais bref, on sent bien qu'il y a des éléments culturels qui font que l'approche des cimetières peut être très, très variable. Alors, la parole est à Julie Rousset, s'il vous plaît. Oui, vous m'entendez bien? Je vous entends, je ne vous vois pas. Ça y est, ça y est. Ah, ok, super. Parfait. Je vais commencer par Et partager. merci à vous, hein. Pas de souci. Je vais commencer par partager mon écran. Alors, oups, on est au milieu de la présentation. Partager plein écran. Ok. Est-ce que vous Donc, voyez? l'introduction était bonne, ça va? Vous Oui, c'est pouvez la ça. corriger, hein. Non, non, je suis bien doctorante et je m'appelle bien Julie. Jusque-là, tout va bien. Vous voyez Et on bien? voit bien le diaporama. Ok, super. Et ben, merci beaucoup pour cette présentation déjà et merci de me donner la parole aujourd'hui. Comme l'a dit Olivier, moi je suis doctorante en urbanisme et aménagement et j'ai commencé ma thèse il y a à peu près 1 an et demi qui porte sur cette évolution des cimetières et sur la manière dont aujourd'hui les cimetières intègrent ou pas la prise en compte des enjeux environnementaux. Donc là, cette présentation, c'est un petit peu un pas de côté par rapport à mes recherches. Mais l'idée, c'est de vous présenter aujourd'hui une brève rétrospective historique de l'évolution des cimetières en balayant un peu les principaux jalons historiques qui permettent de comprendre l'histoire récente des cimetières plutôt français euh, Oui. et leur évolution sur plusieurs plans. Hop, c'est bon. Une évolution peut-être de leur statut, de leur localisation, de leur conception, de leur paysage, mais aussi une évolution dans les rapports
que la société, que nous entretenons avec ces espaces. Donc cette présentation, elle va être calibrée pour une vingtaine de minutes et elle sera séquencée en 4 parties. Une partie où je reviendrai très rapidement sur une période de l'histoire où les morts étaient intégrés dans les tissus habités et où le cimetière jouait le rôle de la place majeure du village. Une partie où après on a remis en cause la place des morts au sein des vivants. Donc ça, c'est plutôt au cours du 18e. Et puis, ce qui a engendré la création d'un nouveau modèle qui en fait dessine les traits du cimetière contemporain tel qu'on le connaît à peu près aujourd'hui. Et puis un dernier focus sur l'évolution de la place du végétal dans le paysage funéraire français, qui est un peu le point qui nous réunit aujourd'hui, enfin le point central de ce webinaire. Donc, si je commence rapidement avec précaution, à savoir que je fais une histoire assez rapide, donc je vais passer assez vite sur certains événements, mais peut-être qu'on pourra y revenir dans la phase question juste après. Donc, premier événement sur lequel je souhaite revenir, c'est l'entrée dans la ville des sépultures, donc à une période, donc au Moyen Âge, où les corps étaient inhumés à proximité des lieux de culte, comme on peut le voir ici sur ce plan des vestiges d'un des villages qui se situe en Caramani, pardon, où on voit que autour, dans un cercle de 30 mètres autour de l'église, on avait l'ensemble des sépultures. En réalité, c'était une pratique qui était assez informelle au début du Moyen Âge et qui, notamment en 971, a été reconnue par le Concile de Toul, qui décrète que dès lors qu'une nouvelle église sera consacrée, alors on bénira l'enclos adjacent qui deviendra le cimetière. Et donc c'est là que s'opère, enfin c'est là que se formalisent les inhumations qu'on dit acentos, à savoir celles qui sont réalisées au sein même d'un enclos qui entoure l'église, mais parfois même au sein même du sous-sol de l'église. À cette époque, donc, ce sont des cimetières qui sont gérés par les pouvoirs ecclésiastiques, et donc ce sont des cimetières paroissiaux avec un droit des sépultures qui est fondé et calqué sur les droits canoniques. Et selon sa définition canonique, le cimetière est une terre bénite où reposent du coup les fidèles morts dans l'attente de la résurrection avec à cette époque aussi une certaine ségrégation sociale de la mort, puisque comment dire, ceux qui sont jugés bons, fidèles, peuvent accéder à la sépulture ecclésiastique et les autres pourront être rejetés aussi de cet espace, ce qui fait que on a ces enclos paroissiaux et puis des sépultures qui sont disséminées parfois dans des jardins ou dans des interstices du tissu habité. Globalement, si je dois résumer à cette époque à quoi ressemble le cimetière euh, et les aménagements funéraires caractéristiques de ce cimetière paroissial, c'est un espace clôturé, plus ou moins fermé. Il n'y a pas forcément de fosses individuelles comme on peut les connaître aujourd'hui, mais c'est plutôt des fosses communes. Une organisation qui n'est pas vraiment là, en fait, pas d'organisation aussi, comment dire, formalisée que ce qu'on peut connaître aujourd'hui avec les plans orthogonaux des cimetières. Il y a aussi des charniers et des ossuaires, puisque on a un renouvellement des sépultures tous les 5 ans dans les fosses communes, et puis des bénitiers en pierre. Et là, vous avez quelques images, en tout cas quelques exemples de cimetières qui conservent des traces de ces aménagements funéraires passés, notamment le cimetière Saint-Hilaire à Marville, où on voit l'ossuaire ici, où et puis il y a des tombes aussi qui datent du Haut Moyen Âge. Et puis, pareil, du côté des Côtes d'Armor, avec un cimetière où on voit l'ancien ossuaire, et puis toujours ces tombes qui ont été, alors, qui sont plus, comment dire, c'est pas une image fixe de ce qui se passait avant, puisque là, vous voyez que les tombes sont bien organisées et rangées, et c'était pas le cas avant. Pour le coup, ils ont quand même traversé le temps et ils sont restés à côté des cimetières, et on verra par la suite que pour une partie des cimetières, ça n'a pas été le cas. Et donc là, on voit encore des tombeaux qui sont accolés aux églises. Je vous le disais tout à l'heure, à cette époque, le cimetière, c'est aussi le cimetière paroissial, il est synonyme de cimetière vivant, puisque c'est aussi la place majeure des villes, du village, et il joue le rôle notamment de marché, de lieu de proclamation et de sentence. C'est un espace qui peut être destiné au rassemblement civique de la communauté, un espace qui est utilisé comme un lieu de promenade ou de jeu,
un lieu de pâturage des animaux ou encore un lieu de stockage des denrées. Et puis, je vous ai mis ici une citation que je trouve assez intéressante d'un mémoire d'un chapelain de la paroisse Saint-Rémy, où on y voit du coup une multiplication des activités profanes à cette époque. Donc, certains jouent aux cartes en dans le cimetière, certains jouent aux quilles, au palais, où y étendent leur linge. Mais ce modèle tel qu'il était pensé au Moyen Âge et jusqu'au tiers du XVIIIe siècle est remis en cause et les cimetières paroissiaux vont être jugés exigus, insalubres et vont connaître une double pression. La pression d'ailleurs d'abord liée à à la saturation des cimetières qui est relative à une explosion démographique, mais aussi une pression liée au développement des nouvelles théories médicales de l'époque qui révèlent une nouvelle sensibilité au miasme. Les savants, les médecins craignent ces vapeurs ces vapeurs et ces odeurs d'ailleurs, qui peuvent émerger des cimetières qui sont implantés auprès des églises en plein milieu des villages ou des villes. Ces inquiétudes, elles se matérialisent notamment avec des nouveaux systèmes qui sont pensés. Là, je pense à un système d'aération qui est illustré ici sur cette diapositive, qui était mis en place lors des exhumations des corps, des fosses communes, ou un système qui permettait du coup d'éviter l'accumulation des miasmes dans ces espaces. Et encore une fois, ces inquiétudes peuvent se matérialiser aussi à travers cette citation de Madeleine Lasserre qui dit: «La mort pue dans les cimetières comme dans les églises et les enclos paroissiaux saturés. Et l'enclos paroissial saturé est un lieu peu propice à la méditation, d'autant que les tombes ne sont guère individualisées.» Ces différentes inquiétudes et remises en cause vont aboutir à une série de décrets, d'ordonnances, mais aussi de lois, sous la Troisième République notamment, qui vont modifier les traits des cimetières paroissiaux tels qu'ils étaient imaginés au Moyen Âge. Et sans rentrer dans le détail, oups, alors attendez, je reviens en arrière, voilà. Sans rentrer dans le détail de tout ce qui a été mis en place à cette époque, ce qu'il faut comprendre, c'est que on n'avait plus le droit d'inhumer au sein même des églises, mais aussi on a demandé le transfert des cimetières qui étaient installés au sein des tissus habités hors des enceintes des villes et des villages. Euh, à côté de ça, on a formalisé l'idée d'arrêter les fosses communes. Et maintenant, c'est une fosse individuelle qui est préconisée. Et puis, plus tard, il y aura aussi l'installation de ce fameux système de concession perpétuelle, trentenaire, etc. Voilà, donc des limites temporelles pour les concessions. Euh, mais la grande mesure phare de ces décrets, de ces ordonnances royales, c'est ce que Philippe Ariès va appeler le grand exil des morts, à savoir cette translation des cimetières hors des tissus habités, une translation qui est donc ordonnée par le décret du 12 juin 1904 et qui indique, ou en tout cas préconise aux, au pouvoir de délocaliser les cimetières de minimum 30 à 40 mètres hors des enceintes habitées. C'est une translation qui va être jugée difficile et onéreuse et qui du coup va conduire à une application non uniforme du décret. À savoir que pour certaines communes, finalement, le cimetière paroissial va rester le cimetière que l'on connaît encore aujourd'hui. Cette application non uniforme du décret, elle s'explique aussi par une forme de résistance à ce mouvement à la fois qui peut être expliqué à la fois par des émeutes civiles qui vont émerger, mais aussi par une résistance passive soutenue par le clergé, ce qui fait que globalement, ce phénomène de translation des cimetières hors des enceintes habitées est plutôt un phénomène urbain, mais que les villages et les communes rurales vont y échapper. Ces décrets, ordonnances royales et compagnie vont conduire en fait à la création d'un nouveau modèle, une nouvelle organisation des espaces funéraires contemporains. Cette nouvelle organisation, elle est, le modèle type qui à l'époque est prôné, c'est celui du Père Lachaise. Alors bien sûr, tout le monde dans sa commune n'a pas le cimetière du Père Lachaise. En revanche, il est quand même le symbole
d'un renouveau des cimetières à cette époque, c'est-à-dire au minimum, si le cimetière n'a pas été déplacé, il a été viabilisé, arboré, repensé pour que chaque inhumation soit réalisée à présent dans une fosse séparée. Il a été au fur et à mesure du temps organisé suivant un plan orthogonal. C'est un espace à cette époque qui va être ouvert à la visite, clôturé, mais aussi petit à petit semé de monuments, ce qui n'était pas forcément le cas au Moyen Âge, et puis qui petit à petit va aussi dessiner un nouveau rapport aux morts avec une évolution des commémorations, il manque un S à commémoration et je m'excuse, et des rites funéraires. Là, je pense notamment aussi à la montée en puissance de la crémation. Dans cette brève rétrospective, je pouvais aussi pas enfin, je ne pouvais pas oublier de mentionner des autres typologies en fait de cimetières qui se dessinent au fil du temps. Et là, je pense notamment aux cimetières militaires. Et pour le coup, j'en ai pas parlé de manière approfondie, mais bien sûr qu'il existe d'autres typologies de cimetières et que en fonction des régions, enfin, cette histoire du cimetière, elle n'est pas uniforme. Et comment, les paysages, les aménagements se différencient énormément. Et aussi le système de gestion, puisque je pense typiquement aux cimetières militaires qui sont gérés plutôt par l'État, en partie, enfin majoritairement. Et j'arrive au quatrième point de cette présentation, qui est un peu le cœur de ce webinaire. Aussi, donc la question qui est comment végétaliser les cimetières. Je me dis qu'on ne peut pas l'appréhender sans comprendre en fait quelle a été l'évolution de la place du végétal dans le cimetière contemporain. Et pour ça, je m'appuie notamment sur des études d'historiens qui ont consisté à regarder des anciennes cartes postales, notamment, pour identifier le paysage qui se dessinait dans le cimetière contemporain, dit le cimetière post-Révolution française, qui est évidemment, lui, à ce moment-là, géré par les municipalités et qui n'est plus aux mains des pouvoirs ecclésiastiques. Et donc, on y voit bien effectivement un paysage qui est euh, qui se compose d'allées enherbées, d'intertombes enherbées avec des strates arbustives aussi assez développées, euh, mais qui petit à petit, et notamment en 1960 et avec l'utilisation des produits massifs des produits phytosanitaires, euh, va devenir de plus en plus minéral. Euh, enfin, l'utilisation massive des produits phytosanitaires va en fait conduire à une certaine idée de ce que doit être l'entretien dans cet espace et ce que doit être le propre dans cet espace, et qui touche à des questions assez sensibles en fait. Puisqu'on voit bien qu'aujourd'hui, le retour à la flore spontanée dans les cimetières peut être une question sensible, comme vous le disiez au tout début, Olivier. Euh, En tout cas, l'utilisation massive des produits phytosanitaires, c'est peut-être pas la seule réponse, ou en tout cas, oui, la seule réponse à cette évolution de la place du végétal dans les cimetières. Ce qu'on peut aussi remarquer, c'est que les plantations ont eu tendance à se réduire, simplement aussi avec la création de ces fameuses allées carrossables, l'optimisation du foncier petit à petit pour répondre à cet impératif d'être inhumé au sein de fosses séparées, qui sont en fait des aménagements qui conduisent à grignoter petit à petit sur des espaces qui pouvaient être d'ordinaire végétalisés. Donc, comme je disais, aujourd'hui, ce végétal, il laisse peu à peu la place à un paysage minéral. Là, j'ai mis juste quelques exemples de ce qu'on peut voir aussi si on se balade dans certains cimetières français. Et un extrait d'une étude qui est proposée par Plantes et Cités et publiée en 2017, qui est en fait une étude qui a été alimentée par les réponses des collectivités elles-mêmes, où on voit que 60% des collectivités décrivent leur cimetière comme un cimetière à l'ambiance paysagère minérale. Pourtant, aujourd'hui, et on le disait en introduction, euh, cet espace est à la croisée de nouveaux enjeux relatifs à la prise en compte
de l'environnement. Et puis, il y a aussi cette fameuse réglementation autour des produits phytosanitaires avec l'intégration dans le périmètre de cette loi Labbé des cimetières en juillet 2022, qui pose une question opérationnelle assez forte pour les élus, les collectivités, pour quelle gestion opter et quels sont les aménagements paysagers qui peuvent en découler. Euh, j'ai remis mais des choses assez génériques autour de cette fameuse crise environnementale, avec les questions relatives à la gestion des eaux, aux îlots de chaleur, mais aussi aux continuités écologiques et au renforcement de la biodiversité, des enjeux auxquels finalement le cimetière enfin, pourrait apporter une réponse partielle, mais qu'il faut considérer. Et puis, derrière ces nouveaux enjeux, je pense aussi aux nouvelles pratiques et rites funéraires plus respectueux de l'environnement qui émergent, des nouvelles demandes qui émergent de la part des familles des défunts. Du coup, j'ai forcément pris pour exemple le fameux cimetière naturel de Niort, qui est aujourd'hui le plus connu en France et qui a été créé en 2014 et qui apporte une réponse à toutes les questions et toutes les interrogations que je viens de poser. Et puis enfin, pour conclure, je pense que c'était aussi intéressant de regarder ce qui se passe ici et ailleurs et qui répond à ces nouveaux enjeux. Et donc, j'ai fait le choix de vous présenter quelques photographies. Donc là, j'ai mis la forêt cinéraire de Nancy qui a été inaugurée en 2023, il me semble. Et puis, notamment les fameuses, dont s'inspire d'ailleurs cet exemple, les fameuses forêts cinéraires qu'on retrouve en Allemagne ou encore les fameux cimetières urbains qu'on retrouve, qui sont végétalisés de manière assez conséquente et poussée, qu'on retrouve dans les grandes capitales européennes. Et là, j'ai pris pour exemple celui de Kierkegaard à Copenhague. Donc voilà, donc c'était assez rapide puisqu'en 20 minutes, il a fallu que je balaye un certain nombre de choses et que j'arrive enfin, à vous montrer à travers cette présentation le nombre d'évolutions sur plusieurs plans qu'a connu le cimetière. Mais voilà, j'espère que cette présentation était assez exhaustive et qu'elle vous aura donné envie de continuer ce travail autour de la végétalisation des cimetières. Super, super. Merci beaucoup, Julie. Un grand bravo pour votre présentation à la fois synthétique et très didactique et pédagogique. Merci. Et la dernière image me Ah. laisse entendre que j'ai dit une bêtise. J'ai parlé de Stockholm tout à l'heure, je voulais parler de Copenhague, effectivement, qui est absolument remarquable. Euh, et en gros, on va prendre peut-être des questions à votre endroit, Julie, mais on voit bien que la Troisième République a été un temps de bascule extrêmement important avec le cimetière moderne dans son implantation. Et puis l'autre bascule importante, c'est l'arrivée des phytosanitaires qui minéralisent totalement les cimetières. Et donc, on voit bien que c'est relativement récent. Ceux qui imaginent le cimetière minéral comme étant la référence de propreté, vous êtes en train de nous dire, si je comprends bien, que ce n'est pas si juste que ça, quoi. Exactement. Il y a encore. Et que c'est la loi de Joël Labbé, mon collègue du Morbihan, qui vient d'arrêter le Sénat, qui permet de donner un coup d'accélérateur à cette nouvelle approche de la végétalisation. Oui, C'est bien ça, Julie? totalement. Et à savoir que aussi dans l'enquête dont je parlais juste avant de Plantécité, il y a une question qui a été posée aux collectivités, à savoir est-ce que d'après vous, le paysage des cimetières a toujours été aussi minéral? Et la majeure partie des personnes, enfin des collectivités ont répondu oui. Et en fait, on se rend compte que on a oublié en fait à quoi pouvait ressembler il y a même pas C'est ça, ouais. 50 ans les cimetières. Voilà. Enfin le paysage des D'accord. cimetières. Ok, d'accord. Mon résumé n'était pas trop brutal, d'accord, ok. Alors, y a-t-il des questions dans notre assistance, là? Et je n'ai pas accès au chat. Je ne sais pas s'il y a des questions dans le chat. Dans le chat, en tout cas, j'ai affiché un lien sur lequel vous pouvez cliquer pour partager vos réactions si vous le souhaitez à l'intervention de Julie Rousset. Donc, je vois qu'il y a quelques personnes qui ont accédé à la page. J'ai indiqué qu'il y avait un petit plus rose, mais c'est en fait un petit plus bleu qui apparaît sur la page. Et sinon, vous pouvez lever la main comme Marie à l'instant. Alors, Marie, on vous écoute. Et puis Barbara, peut-être tout de
tu as une question aussi, avant que tu ne reprennes la parole. Alors, Marie d'abord. Oui, bonjour. Merci beaucoup, Julie, pour votre présentation. Je suis Marie Frucard, je suis architecte urbaniste de formation et également doctorante qui travaille également sur les thématiques semblables à Julie. Donc, je vais poser une question qui est un petit peu plus relative à la recherche, à votre recherche, à savoir, en fait, dans le cadre de la thèse, quel est votre état à ce jour en termes de problématiques et quelles sont les villes que vous avez éventuellement pu visiter, quelle serait votre relation par rapport aux collectivités qui s'engagent dans ces démarches-là, sachant que je suis en train de réaliser une thèse en CIFRE, donc au sein de la collectivité de la ville et de l'Eurométropole de Strasbourg. Eh ben, merci beaucoup Marie pour votre retour. Moi, ma thèse, elle porte pas vraiment, enfin, en tout cas, elle porte pas vraiment sur l'histoire des cimetières, etc. Comme vous l'avez compris, moi aussi, je suis doctorante en urbanisme et aménagement et c'est vrai que je suis pas historienne à proprement parler. En revanche, mon sujet, il s'inscrit dans une thématique qui est celle de comment dire, je pourrais expliquer ça? La mise en place d'initiatives et de conceptions de gestion écologique. Et mon terrain d'études privilégié est assez éloigné, je pense, du CAUE 54. Mais je suis plutôt sur le terrain d'études, enfin, le terrain parisien, en fait. Mes recherches pour l'instant portent principalement sur Paris et le service des cimetières qui est en charge de ces espaces, avec quelques exemples de références que j'ai pas mis là parce que voilà, je trouve que ça fait du bien aussi de parler d'autre chose que Paris, mais des exemples de divisions écologiques un peu similaires à celles qui se passent, enfin celles qui sont mises en place à Niort. Voilà. Et comment dire, la temporalité, moi, ça fait 1 an et demi que j'ai commencé cette recherche et avec plutôt un focus sur le travail de terrain, en fait. Le retour des jardiniers, des cantonniers, enfin des ex-cantonniers, le retour aussi des services de gestion de la ville de Paris qui se traduisent par une mise en récit en fait de ce passage au zéro phytosanitaire avec ses avantages, ses inconvénients et ce que ça engendre en termes de pratiques au quotidien. Voilà. Merci beaucoup. Je vous conseille de prendre attache aussi avec Frédéric Bertrand, anciennement La Pure. Je pense que ça a changé de nom depuis. Ok. Et j'ai vu votre message aussi, voilà, pour prendre contact. Pas de souci. Merci. Alors en effet, je vais poser une question aussi. Et je ne sais pas si vous avez la réponse, mais en tout cas, en tant qu'élu, je suis obligée de la poser. Est-ce que vous avez une idée, parce qu'en tant que collectivité, souvent avec les petites communes, on parle d'argent puisque c'est le nerf de la guerre chez nous. Est-ce que vous avez une idée du coût pour maintenir un cimetière minéralisé, par exemple, par rapport, le ratio par rapport au coût d'un cimetière végétalisé? Est-ce qu'il y a un intérêt économique, budgétaire? Et deuxièmement, pour des petites communes, et je pense qu'on est nombreux, quand on n'a pas d'agent municipal, parce qu'il y a énormément de communes qui n'ont pas d'agents municipaux, combien de temps faut-il pour revégétaliser un cimetière? Est-ce que vous avez du temps à comparer à un certain nombre de mètres carrés? Voilà, donc des petites questions vraiment très pratiques en fait. Ok. Merci beaucoup pour cette question. Et alors, j'ai pas d'ordre de grandeur ou de valeur chiffrée en tête là tout de suite. Par contre, j'ai peut-être des ressources à vous donner pour ça. Je pense notamment à un webinaire qui a été organisé par l'Agence régionale de la biodiversité qui intégrait des retours d'expérience de certaines communes. Et certaines communes ont présenté un peu leur budget enfin, le budget attribué, alloué pour végétaliser leur cimetière. Donc là, moi, j'ai pas trop en tête les ordres de grandeur, mais je sais que ce webinaire a été retransmis et donc je suis sûre que vous pourrez trouver votre réponse à travers ce webinaire. En ce qui concerne le temps pour les agents, etc. J'ai quelques éléments de réponse, mais c'est encore une fois du côté du cas parisien et j'ai l'impression que c'est un peu déconnecté par rapport à, à ce que enfin, à vos problématiques à vous. Et donc, je n'ai pas envie d'apporter une réponse qui est déconnectée. Ce que je sais en revanche, c'est que malgré les effets de rémanence, la végétalisation revient assez vite en fait. Et peu importe qu'on ait enfin, qu'on ait utilisé sur certains espaces des produits phytosanitaires depuis 15, 20 ans, 30 ans, la ville de Paris a eu un retour
à la flore spontanée assez rapide. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire pour pas apporter une réponse trop déconnectée. Voilà, Écoutez, On a merci beaucoup. merci. peut-être un complément de Mathieu Husson du CAE qui lève la main. C'était juste pour préciser qu'on a toutes ces infos-là au CIE. Globalement, pour aller très vite, hein, hier j'étais sur un cimetière qui a coûté à peu près 6 000 euros. Donc on est souvent, on va dire, dans les ordres de grandeur de 10 000 euros pour des villages, hein, je parle. Hein. Après, évidemment, faut relativiser en fonction de la surface. Et sinon, en termes d'entretien, on est plutôt à moins d'entretien qu'avant. Faut voir qu'est-ce qu'on met avant. C'est souvent depuis l'arrêt des pesticides. Et là, avec la binette, c'était devenu ingérable. Donc le avant, voilà, faut mettre un petit peu les bémols, mais c'est plutôt plus motivant aussi pour les personnes qui entretiennent, que ce soit les agents, donc et plutôt moins de temps. Ce qui ressort sur les 30-40 cimetières qu'on a pu faire. Ok. Merci Mathieu. Ces informations sont importantes aussi pour les élus des communes qui sont présents et qui regarderont ce webinaire. Très bien, merci beaucoup Barbara. Je vais remercier Julie en la remerciant de nous Merci faire un Julie. travail aussi qualitatif sur ce sujet. Et c'était une entrée en matière absolument passionnante. Merci, merci également à Mathieu pour ses compléments d'information. Donc, je te donne la parole, Barbara, pour la suite. Eh bien oui, merci beaucoup Julie et merci Mathieu. Voilà, donc maintenant je vais donner la parole à Aurélie Didier-Laurent, qui elle fait partie de la coopérative de pompes funèbres La Batelière, qui est située à Jarville-la-Malgrange, qui va donc offrir une nouvelle offre de service sur l'évolution justement du rapport au rite funéraire. Donc, eh bien Aurélie, c'est à vous. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci pour votre accueil. Alors, oui, la Batelière, on est bien une entreprise de pompes funèbres, hein. Simplement, ce qui nous différencie, c'est que nous sommes montés en coopérative. Donc, on est en société coopérative d'intérêt collectif. Ça veut dire que l'entreprise appartient à ses sociétaires qui peuvent être notamment les familles. Et là, à l'heure actuelle, les familles, les bénéficiaires sont largement, comment dire, regroupe la catégorie de sociétaires la plus importante. On a les membres fondateurs de la coopérative, les salariés, des prestataires funéraires qui le souhaitent. Et ensuite, on a des citoyens soutiens ou des partenaires qui peuvent être des associations ou même des collectivités locales. À titre d'information, en fait, là, on est installé à Jarville et la commune de Jarville a fait le choix de prendre des parts dans la coopérative. Voilà, donc on est vraiment le fruit d'un collectif de citoyens. Je recontextualise avant de vous parler d'écologie dans les rites funéraires, etc. Mais voilà, on est vraiment un collectif de citoyens qui s'est mobilisé depuis plusieurs années dans le but de se réapproprier cette mission de service public qui est l'organisation d'obsèques. Voilà, ça c'est vraiment partir de ça. C'est ça le plus important. C'est une mission de service public, l'organisation d'obsèques. Et donc, ça part vraiment de plusieurs constats. Euh, sans doute d'abord le manque de transparence en fait de la part des opérateurs funéraires envers les familles, transparence sur les prix, sur l'origine des produits, etc. Mais c'est aussi la question de la réappropriation de ce temps des funérailles, redonner vraiment, remettre les familles au cœur du processus. Et puis il y a la question écologique, voilà, aujourd'hui en fait beaucoup de personnes qui se disent qu'elles souhaitent être rester là c'est la question est-ce que c'est possible de rester vert jusqu'au bout quoi et et puis il y a une question financière au fait aussi hein, les questions d'économie de solidarité. Donc nous on a ouvert notre activité, on a démarré l'activité en juin 2023, donc on n'a pas encore un an d'existence, mais là on a déjà accompagné on a accompagné une cinquantaine de familles en fait. Donc c'est en fait c'est énorme. C'est pour vous dire que c'est un démarrage qui est important. Euh, et ça part vraiment du constat là en fait que les familles aujourd'hui elles ont besoin de se réapproprier ce moment-là. Alors après si je dois faire un focus spécifique sur l'écologie, euh, au sein de la coopérative, ça passe par
essayer de faire en sorte de proposer des choses plus écologiques. Et là, on se rend compte à l'heure actuelle que c'est pas si simple. On peut se dire, tiens, ce serait déjà peut-être plus cohérent de proposer des cercueils qui sont fabriqués là, tout près de chez nous. Je veux dire, il y a des forêts vosgiennes, etc. Mais en fait, c'est pas forcément si simple que ça. Donc ça, c'est un objectif à long terme. Là, à titre d'information, nous, en Meurthe-et-Moselle, mais on propose des cercueils qui viennent de la Dordogne. Donc, ils traversent quand même la France, juste parce qu'en fait, on cherche un fournisseur qui est plus éco-responsable. Et là, à l'heure actuelle, c'est 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 ce fournisseur qu'on a choisi. Donc, dans l'idée, voilà, si vous avez des idées, nous, on est largement preneurs. Proposer des cercueils, là, je parle de cercueils bois, hein, qui seraient fabriqués plus localement. Pour les urnes, on essaie de trouver des urnes fabriquées en France et aussi plus sobres, quoi. Voilà. L'idée, c'est qu'on puisse travailler avec des artisans au niveau local. Donc là, on va lancer un cahier des charges auprès d'artistes et d'artisans locaux. Et puis après, l'écologie, elle passe par notre discours en fait qu'on a envers les familles. Déjà, quand on part, qu'on explique aux familles ce qui est obligatoire et ce qui n'est pas obligatoire, ben, en fait, on est dans l'écologie parce qu'on leur dit, écoutez, le capiton à l'intérieur du cercueil, c'est pas une obligation. Vous pouvez tout à fait fournir un tissu de famille. Non seulement ce sera plus écologique, ce sera plus économique et en plus, ça aura peut-être aussi plus de sens pour vous de faire le choix en fait en famille de ce que vous voulez fournir. Mais on leur explique aussi qu'on peut aussi très bien ne rien mettre du tout. Voilà. Et là, on fait aussi déculpabiliser les familles. Enfin bon, vous voyez, on va aussi au-delà du simple je respecte l'environnement. Quand on parle d'écologie, à la batelière, c'est vraiment, on parle d'écologie humaine en fait. Quand on remet l'homme et la femme et les enfants au cœur du processus, euh, on n'est pas seulement en train de dire, voilà, on a réduit notre impact environnemental, vous comprenez? Voilà, j'essaye de vous expliquer un petit peu comment nous on voit les choses ici. Ce que je voulais dire, c'est que on a des demandes, quelques demandes qui sont spécifiques. Notamment, il y a quand même de plus en plus de personnes qui nous demandent si le cercueil en carton est possible. Alors, on explique que oui. En tout cas, ici, il est réservé à la crémation. C'est pour l'instant pas possible d'inhumer un cercueil en carton. Si vous entendez ma collègue à côté, c'est normal parce qu'on est en plein travail. Voilà. Euh, et les gens vont nous dire, mais est-ce que c'est plus écologique? Bah, normalement oui, mais sincèrement, moi, je sais pas je sais pas vraiment répondre à cette question. En tout cas, ça existe. Si vous entendez des clichés comme ouais, mais ça pollue, il y a des cols à l'intérieur. Bon, nous, notre fournisseur nous a garanti que c'était des cols naturels. Voilà. Vous aurez forcément les lobbies des gros fournisseurs de cercueils qui vont vous dire que le cercueil en carton, c'est pas bien. Voilà, on va trouver toutes les excuses possibles, comme quoi ça bouche les filtres au crématorium. Enfin bon, bref. Donc, il suffit d'aller discuter avec les équipes du crématorium qui vous diront qu'aujourd'hui, voilà, ça se fait sans problème. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous transmettre d'autre? Voilà, dans les demandes des familles, certaines familles nous disent qu'elles aimeraient aménager la concession familiale au cimetière de façon un peu plus écologique. Et donc, euh, nous, on travaille avec la marbrerie Cochinaire, en l'occurrence, qui est d'ailleurs sociétaire de la Batelière. Et donc, euh, ça fait aussi modifier les pratiques des marbriers. Voilà, on va plus être forcément dans un modèle où on va vendre une tombale et une stèle en granit, mais les familles vont nous dire on a envie de faire un petit jardin, des choses comme ça. Ok, donc du coup, l'idée c'est d'accompagner ces familles-là dans la réalisation de leurs projets. Et ça, c'est intéressant parce que euh, ça modifie aussi du coup le paysage en fait des cimetières. Il y a un fournisseur qui existe, il n'est pas du tout en Lorraine, mais c'était un paysagiste au départ qui a eu une demande spécifique comme ça d'une famille qui voulait
une tombe végétale. Et la contrainte, c'était que quand les personnes font un joli jardin au-dessus de la sépulture, quand on doit inhumer une autre personne, parce que vous savez ou pas, mais bon, c'est pas exactement qui sont toutes les personnes que j'ai en face de moi là, mais quand on inhume une autre personne ou une troisième dans une sépulture, parce que c'est possible, bah du coup, va falloir carrément détruire ce jardin au-dessus. Donc lui, il a créé un concept où en fait, c'est une cuve en métal dans laquelle les gens vont faire leur petit jardin. C'est une cuve où il y a deux trous sur les côtés. Et quand on doit inhumer une autre personne, hop, il suffit de soulever avec une chaîne, là, je sais pas comment ça s'appelle, vous savez mieux dire que moi. Hop, on soulève, en fait, on déplace ce jardin pour pouvoir faire les inhumations. Vous voyez, en fait, il y a des petites choses qui se développent. Après, si vous venez au salon du funéraire, je pense que vous allez prendre peur parce que on est quand même très, très loin pour l'instant d'une révolution dans le domaine. Donc, il y a des petites marques comme ça. Mais il faut savoir que nous, au sein de la coopérative, on essaye d'amener aussi des discussions autour de l'évolution des rites. Notamment, voilà, aujourd'hui, vous le savez, il n'y a que deux modes de sépulture qui sont autorisés en France. C'est l'inhumation ou la crémation. Euh, Si vous avez déjà entendu parler d'humusation ou de terramation, quand on aborde ces sujets-là dans le milieu funéraire, on nous balance des pierres, quoi. On nous traite d'éco-terroristes, mais vraiment, c'est, il faut Moi, quand je te même rassure, s'imaginer. je te rassure, hein, je veux finir en humus. Hein, ça fait très très longtemps que je regarde ça. Donc non, vous n'êtes pas des ovnis. Il y a quand même des gens qui y pensent. Ouais, en fait, c'est ça. C'est-à-dire que les citoyens, les familles, quand même, ont des demandes de plus en plus dans ce sens. Mais dans le milieu funéraire pur, voilà, nous, on est vraiment, on est très, très mal vus. Bah, c'est évident, puisque du coup, on va pas forcément vers des choses qui rapportent de l'argent. Voilà. Euh, donc l'humusation, pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est, donc on parle aussi de terramation, c'est le fait de transformer le corps en humus. Donc là, on ne parle pas d'une inhumation du corps, mais vraiment du dépôt du corps. Donc il n'y a plus de cercueil hein, dans cette hypothèse, du dépôt du corps sur un mélange de broyat organique recouvert, etc. Et le processus fait que normalement, hein, si tout va bien, au bout d'une année, au bout de 12 mois, le corps est complètement transformé en humus. Et l'idée, c'est de donner en fait un sac de compost à la famille pour pouvoir planter un arbre et faire sa propre sépulture, son lieu de recueillement ailleurs. Voilà, donc si ça vous intéresse, les Belges sont quand même très forts sur ce sujet. Euh, je voulais vous parler aussi brièvement, je ne sais pas du tout où j'en suis au niveau du timing, ce que je vous l'ai dit, c'est sans filet. Vous me couperez quand il faut. Il y a la forêt cinéraire qui s'est créée à Nancy. Donc, en fait, elle a été inaugurée, enfin, elle est ouverte depuis janvier 2024. Donc, c'est vraiment tout récent. Et il s'avère que j'y étais hier pour faire une inhumation d'urne. Donc, on était mi-mars. Donc, je croyais qu'il y avait déjà plein d'inhumations d'urnes. Et en fait, non, on était seulement la deuxième urne, deuxième pompe funèbre à venir inhumer une urne. Donc, le principe, c'est quoi? C'est une petite forêt qui a été plantée, donc c'est vraiment dans l'enceinte du cimetière du Sud. Et on nous a délimité, voilà, les gardiens du cimetière ont délimité des emplacements spécifiques où on peut, donc on va vraiment inhumer l'urne. Ce n'est pas une dispersion de cendres comme au Jardin du Souvenir, hein. C'est vraiment, voilà, on fait un trou et on met une urne qui doit être biodégradable et le principe, c'est que il n'y a pas d'achat de concession. En tout cas, ici à Nancy, c'est comme ça que c'est pratiqué. C'est gratuit et c'est perpétuel. Après, il faut respecter certains critères pour avoir droit d'inhumer l'urne du défunt là. Voilà. Toutes les personnes de Meurthe-et-Moselle n'ont pas ce droit en fait, hein. Euh, voilà, donc on l'a fait. C'est un lieu où rien n'est matérialisé. La famille n'a pas le droit de mettre de plaque, n'a pas le droit non plus de mettre de fleurs. L'idée, c'est vraiment le retour pleinement à la nature. Donc,
au bout d'un moment, il y aura plein d'urnes qui seront sous nos pieds là, mais on ne saura pas dire où sont, enfin, à qui appartiennent les sépultures. Donc ça, c'est intéressant. Euh, on va voir comment ça se développe. Mon interrogation, c'est comment les pompes funèbres parlent de ce projet, puisque quand on parle de ça, on vend pas de monument, quoi. Voilà. Donc, j'aimerais bien savoir comment les pompes funèbres parlent de ce projet-là. Et ce que je voulais vous dire aussi, c'est que dans les interpellations de certaines familles, il n'y en a pas énormément, mais quand même, et notamment des sociétaires, c'est que dans la question de la végétalisation des cimetières, vous l'avez dit, en fait, quand on végétalise, on fait du bien à la nature, on se fait du bien à nous-mêmes, et du coup, on modifie aussi, à mon sens, l'utilisation du cimetière et de pourquoi on y va. Moi, je vous avoue que je rêve d'un cimetière où il y a des parcs, enfin, où il y a des toboggans, quoi, pour les enfants. Et en végétalisant, on donne envie d'y aller et on apporte un autre regard sur la mort, en fait. Et ça, c'est vraiment un énorme projet. C'est le projet social de la coopérative La Batelière, c'est d'amener un nouveau regard sur la mort. Aujourd'hui, quand on parle, rien que de dire ce mot dans la société, quand on dit mort, bim, on a les visages qui se filent, en fait. Donc, il y a un énorme travail à faire là-dessus, sur euh, réenchanter la mort, la remettre euh, dans l'espace public, parce que parler de la mort, c'est évidemment parler de la vie. Voilà, euh, il n'y a pas la mort s'il n'y a pas eu la vie, en fait. Donc, voilà, nous, on est là pour ça, en fait, aussi. Donc, c'est aussi pour ça qu'on fait des temps de sensibilisation des citoyens, pour leur faire comprendre leurs droits, mais aussi pour réenchanter ce moment-là. Donc, on fait ce qu'on appelle des apéros mortels. Voilà. On essaye de proposer des temps de sensibilisation sur ces thématiques. Au mois d'octobre, on a eu juste utilisé l'opportunité du début des vacances de la Toussaint pour faire une balade comptée dans le cimetière de Jarville. C'était vraiment sans prétention. C'était le but de cette balade comptée, c'était d'utiliser le conte, la chanson, les poèmes, etc., pour visiter le cimetière et pour expliquer aux citoyens comment, enfin, comment peut être constitué un cimetière, pourquoi, euh, pourquoi là il y a des tombes musulmanes, pourquoi là il y a un carré des tombes militaires, etc., quoi. Et en fait, on se rend compte que bah, finalement, les gens sont très intéressés. C'est juste trouver le bon prétexte pour amener les personnes jusqu'au cimetière, quoi. Ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est que, en fait, merci d'ailleurs, Julie, hein, pour votre présentation précédemment. Alors, il y a beaucoup de personnes qui viennent vers nous qui nous disent, moi, je veux être enterrée à la fosse commune, là. Alors, la fosse commune, c'est plus un terme qu'on utilise, hein. Voilà, et vous l'avez dit d'ailleurs, on parle de comment? De concessions individuelles. Et dans les cimetières, il y a le terrain commun qu'on aime mieux appeler, nous, voilà, carré des personnes démunies de ressources. Ouais, c'est un petit peu plus joli que carré des indigents. Et à Jarville, parce qu'on est installé à Jarville, je ne sais pas s'il y a des personnes de Jarville dans, dans l'assemblée là, mais il n'y a pas de, il n'y a pas de carré spécifique pour les personnes démunies de ressources, comme il n'y a pas non plus de carré musulman. Voilà, en fait, les personnes sont inhumées, enfin, tout le monde est mélangé. Et par contre, il y a aussi une spécificité à Jarville, puisqu'on parle de végétalisation des cimetières, c'est qu'à Jarville, la commune impose la pose d'un caveau, pour la simple et bonne raison que le cimetière est en train de s'effondrer sinon. Donc, nous, on est là pour expliquer aux familles, bon, ben voilà, vous avez le choix entre l'inhumation ou la crémation. Si vous faites le choix d'une inhumation, vous pouvez être inhumé en pleine terre ou en caveau. Sauf que, bah voilà, euh, il y a des règlements euh, dans chaque cimetière. Et donc, la pose de caveau, à certains endroits, c'est une obligation. Donc, à la fois, ben,
au niveau écologique, voilà, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus écologique, mais bon, il faut comprendre le truc. Et au niveau économique, c'est un certain coût. Voilà. Je vous parle Aurélie, il va de ce vraiment falloir sujet-là, que vous puissiez faire faut la que conclusion. j'abrège. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que c'est un tout, en fait. Il y a l'écologie et puis il y a le coût aussi pour la famille, etc. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de familles qui font le choix de la crémation aussi parce qu'elles ne veulent pas imposer à leur famille l'entretien d'une sépulture. Donc, nous, on va leur expliquer aussi quelles sont les différentes possibilités en termes de destination des cendres et que ça peut être au cimetière, au jardin du souvenir, mais ça peut être aussi en pleine nature, ça peut, etc., etc. Qu'est-ce qu'il faut que je vous dise en conclusion? Bah, que vous pouvez venir à notre rencontre. Voilà, comme vous l'avez compris, on est là, on est une entreprise de pompes funèbres, mais on est surtout là aussi pour faire réfléchir les citoyens et leur faire en sorte qu'ils se réapproprient ce moment-là. Je m'arrête là. Merci beaucoup Aurélie, merci beaucoup pour votre engagement. On se rend compte que c'est vraiment un changement d'état d'esprit en fait, hein. On a fait un pas de côté, on voit bien qu'on est vraiment maintenant dans autre chose avec votre coopération. C'est vraiment très très intéressant, vous allez très loin, je crois que vous bousculez vraiment les codes. Et justement, il y avait cette question que j'aurais peut-être aimé vous poser à toutes les deux, que ce soit Julie ou que ce soit vous Aurélie. Finalement, ben, c'est quoi l'avenir? C'est quoi l'avenir? Aujourd'hui, on parle beaucoup, bien sûr, de crémation, d'incinération. Vous nous avez parlé, bien sûr, de revenir à l'humus. Voilà. Bon, il y a peut-être une niche là-dessus sur les gens qui sont au courant, mais je pense que voilà, c'est très intéressant. Donc, à toutes les deux, l'une ou l'autre, rapidement, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur l'avenir aujourd'hui? Rapidement, allez, 1 minute chacune. Moi, je ne sais pas quel est l'avenir. Ce dont je peux juste témoigner, c'est que ici à la coopérative, on est à 70% de crémation. Voilà. D'accord, Peut-être que d'accord, ça très bien, laisse merci. imaginer quelque chose. Oui, 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 oui. Et Julie, est-ce que vous avez pareil une petite réponse à nous donner sur l'avenir? Je sais pas non plus ce que nous décide l'avenir, mais enfin, j'ai encore une fois en tête l'exemple du cas parisien avec aussi une demande de la part des familles d'inhumation qui s'approche, enfin, qui ressemble à celle que vous proposez à la batelière. Et donc, je me dis que ça peut être ça, et effectivement, une montée en puissance de la crémation qui est toujours aussi marquante. Voilà, mais pas plus d'éléments là-dessus. Très bien, merci beaucoup. Eh ben, je relaisse la parole à Olivier. Merci beaucoup à toutes les deux. Et voilà, c'est vraiment très fort vos témoignages. Oui, c'était très très riche ces deux séquences déjà. On va poursuivre, mais je voudrais, Barbara, si tu le permets, reposer la question à Julie. Euh, Vous avez une approche urbanistique, enfin c'est en tout cas le domaine dans lequel vous exercez, et autant auparavant des sépultures, des inhumations nécessitent pas mal d'espace physique. Avec la crémation, on peut imaginer une révolution à venir complètement des pratiques et de l'objet, euh, enfin du morceau de territoire qui est occupé par les cimetières. On pourrait imaginer qu'avec le développement de la crémation, on est beaucoup plus sur des objets complètement différents qui se rapprocheraient plutôt de la forêt. Je voudrais votre réaction à ça avant de passer la parole à la prochaine intervenante. Oui, oui, ça peut être ça. Ça peut être des éléments qui se rapprochent des forêts, mais ça peut être aussi des, du mobilier funéraire qui permet de densifier, en fait. Enfin, c'est assez surprenant quand on parle de densifier le cimetière, mais il y a un peu cette Hmm. notion-là qui fait que ça libère de la place au sol et ça laisse plus de sol, enfin, plus de place pour le végétal aussi. Donc oui, 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 bien sûr que la montée en puissance de la crémation, ça peut offrir des possibilités en termes d'aménagement pur et dur de l'espace funéraire. D'accord, ok. Alors, il nous manquait une juriste sur ce sujet incroyable. Il nous faut un peu de droit et je vais appeler Anne-Mathilde Cosentini. Bonjour. Euh, voilà, vous êtes là. Et rappelez-nous, Anne-Mathilde, quel est juridiquement le statut très particulier des fameuses concessions dans les cimetières? C'est un objet un peu étrange dans le droit de propriété français. Oui, je n'avais pas forcément prévu d'intervenir là-dessus, mais c'est pas grave, on va s'adapter. En tout état de cause, je vous rejoins complètement sur le fait que la mort est un sujet extrêmement sensible. On le voit actuellement avec le débat qu'il peut y avoir sur les fins de vie. Et par conséquent, pour faire bouger quelque chose dans un cimetière, il faut être extrêmement prudent parce que, comme vous le C'est faisiez ça, oui. remarquer, monsieur le sénateur, nous avons des élus qui ont perdu des élections
pour avoir voulu toucher à leur cimetière, soit en voulant le transférer, soit en voulant en créer un nouveau, soit en voulant changer les habitudes traditionnelles, on va dire. Donc, il y a une réglementation extrêmement précise, mais ça n'a pas grand intérêt. Je rappelle simplement deux, trois notions parce que, en entendant Madame sur les terrains communs, je vais faire deux, trois petites précisions. Je rappelle que le certificat de décès doit être fait par un médecin et que là, j'en profite pour lancer un appel aux sénateurs. La fameuse expérimentation sur les infirmiers ne concerne pas le Grand Est et qu'on a de plus en plus d'élus qui ont des problèmes pour obtenir un médecin qui vienne à domicile pour faire les certificats de décès. Et on a donc des gens qui sont obligés de rester auprès de leurs proches pendant des heures et des heures en attendant d'avoir un médecin qui vienne pour certifier le décès, puisque sans ça, les pompes funèbres ne peuvent pas enlever le corps. La déclaration de décès se fait par un proche, souvent évidemment un membre de la famille, et l'acte de décès par le maire, qui est l'officier d'état civil. Je rappelle donc que le service des pompes funèbres est un monopole. C'est une mission de service public qui comprend notamment le transport du corps, l'organisation des obsèques et de manière générale la fourniture du personnel, des objets, des prestations, tout ce qui est nécessaire aux obsèques, aux inhumations, exhumations et crémations. Et que la commune doit afficher en mairie la liste de ceux qui sont habilités à fournir les prestations de pompes funèbres. J'en profite pour le rappeler parce que lorsque je fais des sessions de formation, je me rends compte qu'il y a certaines obligations qui ne sont pas forcément toujours appréhendées par les élus. Une commune a toujours un cimetière. C'est extrêmement important. On n'a jamais vu de commune sans cimetière. Parfois, elle est juste un limite de propriété mais de communal, mais il y a toujours un cimetière. Et un cimetière, ça comprend un terrain pour l'inhumation et de plus en plus souvent un site cinéraire pour les cendres. C'est obligatoire pour les communes de plus de 2000 habitants, mais comme vous venez de le dire, il y a une telle progression de la crémation en France que toutes les communes, même rurales, sont maintenant obligées d'avoir un site cinéraire. Les équipements obligatoires sont au nombre de 3 ou 4, selon qu'on ait plus ou moins de 2000 habitants, le fameux terrain commun, l'ossuaire et la clôture. Le terrain commun n'est pas un terrain réservé aux indigents, c'est le terrain qui est consacré à l'inhumation des morts et il est 5 fois plus étendu que l'espace nécessaire pour y déposer le nombre présumé des morts qui peuvent y être enterrés chaque année. Autrement dit, une commune n'a jamais le droit d'avoir un cimetière avec uniquement des concessions. Il y a toujours obligatoirement un terrain commun qui sera réservé aux personnes qui veulent être inhumées gratuitement. Le terrain commun comprend toujours des sépultures individuelles et c'est pour ça qu'on a souvent tendance à l'appeler la fosse commune et c'est totalement faux puisque comme le disait Julie, justement, on est maintenant passé sur des sépultures individuelles. Il y a des espaces intertombes qui sont obligatoires de par la loi et je sais qu'on a pas mal d'élus qui nous disent, ben oui, mais dans le cadre de la végétalisation, si jamais on pouvait faire se toucher les tombes, ça nous éviterait aussi quelques problèmes, mais pour l'instant, la loi ne le permet pas. En général, c'est 30, enfin, c'est pas en général, c'est la loi dit 30 à 40 cm entre deux côtés et 40 à 50 cm entre bas et haut. Donc, peut-être faut-il aussi envisager une modification de la législation par rapport à ces espaces intertombes qui, pour l'instant, sont obligatoires. Le délai d'inhumation est de 5 ans minimum. Et comme je le disais donc, c'est gratuit. Je rappelle que même en terrain commun, les plantations sont autorisées du moment que ça ne gêne pas la circulation et qu'on peut évidemment engazonner tous les espaces publics possibles. Les ossuaires, alors si je me permets d'en parler, c'est qu'on a découvert qu'on a des communes qui n'ont pas d'ossuaires, alors que c'est évidemment totalement obligatoire puisque c'est le lieu dans lequel on dépose les restes identifiés des défunts. Donc lorsqu'il y a des exhumations, lorsqu'il y a des relèvements de tombes, les restes sont placés dans l'ossuaire. Donc c'est absolument indispensable. Et de la même façon, le cimetière doit être clos. Autrement dit, la clôture fait partie des éléments fondamentaux avec entretien obligatoire. Et lorsque un mur menace de s'effondrer, ça fait partie des dépenses absolues que doit malheureusement faire la commune le plus rapidement possible. Et comme je le disais, le site cinéraire qui est devenu de plus en plus obligatoire, même si légalement ce n'est que pour les communes de plus de 2000 habitants qu'il est obligatoire, il comprend de la même façon
que pour l'inhumation, un espace aménagé pour la dispersion des cendres qu'on appelle souvent jardin du souvenir et qui est donc gratuit. Et dans le même pendant qu'il existe des concessions, il y a le columbarium ou des espaces concédés pour l'inhumation des urnes. Dans ce qui est Excusez-moi, optionnel, oui. Anne-Mathilde, je ne sais pas si vous avez démarré le partage d'écran. Ah oui, mais vous ne le voyez pas, c'est ça? Non, on ne le voit pas. Eh ben tant pis. Je le ferai. Vous écouterez ma douce voix sans le voir. Parce que Peut-être pour rassurer, parce qu'il y a quand même beaucoup de contenu, on pourra le transmettre éventuellement aux oui, oui, on participants. pourra le transmettre. Ok. Parce que à moins que vous me disiez en 15 secondes comment je peux le faire, mais sinon, Là, il faudrait peut-être recliquer sur partager l'écran qui est en vert normalement. oui, ben, il est certainement pas en vert chez moi, mais donc comme ça, partager l'écran et quand je fais partager. Oui, mais c'est pas sur ça. Ouais, là, on le voit. Vous le voyez maintenant? Ouais. Bon, eh ben Si c'est vous parfait. arrivez à mettre le diaporama, c'est encore mieux. Sinon, non. Là, on est sur optionnel, hein, la diapo. Ouais. Voilà. Parce que j'ai essayé de le mettre en plein écran, ça marche pas? Là, ça marche pas, mais on arrive à lire, hein. Bon, si jamais je fais comme ça. Là, c'est bon. Parfait. Voilà. En Parfait, parfait. optionnel, les concessions, le caveau provisoire, les carrés confessionnels, le crématorium et donc les sites itinéraires pour les moins de 2000. J'en ai profité pour regarder l'histoire des carrés confessionnels depuis notre dernière conversation parce qu'en fait, la loi à la fois l'interdit et le préconise. Ça fait partie de la schizophrénie habituelle de nos hauts technocrates. Donc, c'est toujours possible d'en créer à l'heure actuelle. L'inhumation, donc, comme je le disais, le terrain commun est obligatoire. Il est obligatoire de pouvoir permettre à une personne d'être inhumée en terrain commun ou en concession. Il faut toujours une autorisation d'inhumation. Je fais juste un petit point rapide pour ne pas confondre le droit à l'inhumation et le droit à concession, car comme vous le disiez, le droit à l'inhumation est réservé aux personnes qui sont décédées sur les territoires communaux, même si elles n'y sont pas domiciliées, ou qui y sont domiciliées, même si elles sont décédées ailleurs, qui ont droit à une sépulture de famille, ou la fameuse catégorie complètement limitée des Français établis hors de France s'inscrits ou remplissant les conditions pour être inscrits sur la commune. Mais c'est la différence du droit à concession. Parce que toute personne qui désire fonder sa sépulture et celle de ses enfants ou successeurs a droit à une concession. Et le juge interdit de réserver les concessions aux seuls habitants de la commune. Donc, on a certains endroits qui sont extrêmement demandés parce qu'on a des personnes qui veulent être inhumées à côté de célébrités. Et donc, elles peuvent demander un droit à concession même en n'habitant pas dans la commune. Donc, ça, c'est pour ça que c'est un peu différent. Pour le droit des sépultures en terrain commun, je le précise parce qu'on en a parlé un petit peu. On peut y placer une pierre tombale, mais on peut aussi y placer tout ce que l'on souhaite, même entourer la sépulture d'une clôture, alors même que, il y a un droit de rotation tous les 5 ans. Donc, ça peut paraître contradictoire, mais pourtant, c'est tout à fait possible. Je rappelle que le document central de la gestion de funérailles, c'est l'autorisation d'inhumation ou de dispersion des cendres, c'est-à-dire que un maire qui me dit, mais moi, je ne savais pas que ça s'est passé dans mon cimetière, sa responsabilité peut être engagée. Le maire doit toujours savoir ce qui se passe dans son cimetière. Il n'y a absolument aucune possibilité qu'on vienne enterrer quelqu'un ou exhumer quelqu'un sans que le maire soit prévenu. C'est absolument fondamental. Les fameuses concessions, je vais y aller rapidement, mais on peut revenir dessus si vous avez des questions. Il y a des durées qui sont précisées par la loi de 5 à 15 ans, 30 ans, 50 ans au perpétuel. Bien sûr, on déconseille complètement maintenant les perpétuels, puisque en ce qui concerne l'entretien, c'est là où on a les problématiques de concessions abandonnées. Mais ces durées de concession, vous ne pouvez pas les choisir autrement. C'est-à-dire que quelqu'un qui voudrait mettre 40 ans ou 70, c'est interdit par la loi. Les tarifs sont fixés par le conseil municipal sans possibilité de droit d'entrée. Alors vous allez me dire, bah, évidemment, comme je vous parlais tout à l'heure du droit à concession, on a certains élus qui, pour éviter d'avoir des concessions par des personnes qui n'habitent pas la commune, avaient introduit justement un droit d'entrée pour justement compenser le fait que la personne n'habitait pas dans la commune. C'est absolument illégal, le juge l'a interdit. Les concessions sont gérées par le conseil municipal avec délégation au maire dans la majorité des cas. Et je rappelle que ce n'est pas la personne ou la famille de la personne qui décède qui choisit l'endroit où elle veut
enterrer ou disperser les cendres, c'est le maire qui décide de l'attribution de ces concessions. Ça, c'est un point important parce que j'ai souvent eu des questions aussi sur ce sujet-là. Les cendres funéraires, comme vous le disiez, ça devient quelque chose d'extrêmement important à connaître pour l'ensemble des élus, puisque on est approximativement, comme vous l'avez déjà évoqué, à 70% maintenant en matière de crémation. Et on n'a plus le droit à l'heure actuelle de garder les cendres à domicile. Et par conséquent, elles ont 5 destinations possibles majoritairement. C'est l'inhumation dans une sépulture, le dépôt dans une case de columbarium, le scellement sur un monument funéraire, la dispersion au jardin du souvenir, la dispersion en pleine nature ou l'inhumation dans une propriété privée. Alors, je reviens très rapidement sur ces différentes possibilités parce que à chaque fois, le maire intervient, sauf pour l'inhumation dans une propriété privée où c'est le préfet, mais c'est tellement rare qu'on va pas en parler. Que ce soit l'inhumation dans une sépulture, dans une case de columbarium, sur un scellement sur un monument funéraire ou au jardin du souvenir, c'est bien une autorisation du maire qui est demandée. Et c'est seulement s'il y a une dispersion en pleine nature que c'est une simple déclaration qui est faite. L'objectif, évidemment, c'est de savoir à tout moment où est passée la personne décédée. On peut pas, c'est pour ça que les fosses communes n'existent plus et le fait de pouvoir euh, faire une distinction entre les indigents et autres et puis les mettre dans des endroits séparés. Toutes les personnes qui décèdent doivent être répertoriées quelque part et on doit savoir où sont soit leurs corps, soit leurs cendres. Donc, comme je vous le disais, c'est obligatoire pour les plus de 2000 habitants, avec le fameux pendant du terrain commun qui est le jardin du souvenir, qui peut être fait de façon très différente, mais de plus en plus souvent de manière très végétalisée. Le jardin du souvenir, la seule obligation que peut avoir la commune, c'est de mentionner l'identité des défunts quelque part, soit sur le mur du cimetière, soit sur un monument qui est dédié à cet effet, soit même simplement sur un registre papier. Et ceux qui ont le plus de moyens font même des bornes interactives maintenant. Et par contre, le columbarium, donc le pendant des concessions, peut être géré de manière à ce que la dimension soit cohérente par rapport au cimetière, puisque comme vous parliez d'utilisation rationnelle du terrain, c'est sûr que on arrive à avoir maintenant des monuments qui montent en hauteur pour que justement on gagne le maximum de place, mais c'est pas forcément toujours le souhait des personnes qui achètent les concessions. Le point qui en général concerne le plus les élus, c'est la reprise des sépultures. On a 3 possibilités dans le cadre des reprises des sépultures. Les sépultures en terrain commun, les concessions échues et les concessions en état d'abandon. Donc, je ne rentre évidemment pas dans le détail des procédures, étant donné qu'on n'a pas le temps, mais les sépultures en terrain commun, c'est tous les 5 ans, on peut reprendre le terrain. Pour les concessions échues, c'est très simple également. On a un droit à renouvellement pendant 2 ans à l'échéance de la concession. Et ensuite, si jamais la personne n'a pas renouvelé sa concession, la commune reprend tout simplement. Je rappelle simplement une évolution de la législation qui est que les communes sont tenues d'informer par tout moyen les concessionnaires et leurs ayants cause de l'existence de ce droit de renouvellement. Et on ne peut plus maintenant simplement dire oh ben, on attendait qu'ils se manifestent. C'est à la commune de faire une action pour montrer qu'elle a essayé de contacter les concessionnaires de ce droit à renouvellement. Les fameuses concessions en état d'abandon sont celles qui posent le plus de problèmes aux élus. C'est au minimum une concession qui évidemment pose problème au sens où elle est abandonnée, mais il faut qu'elle ait au moins 30 ans d'existence et qu'il n'y ait pas d'inhumation depuis plus de 10 ans. La procédure est extrêmement complexe, mais elle est, elle est très, très structurée et il suffit de la suivre. Et grâce à une modification de la législation, les délais ont été très sérieusement raccourcis. Donc, les communes peuvent dorénavant faire la démarche de manière plus simple, en tout cas au niveau des délais. Je rappelle que le maire est responsable de tout, donc forcément responsable du cimetière.
La police du cimetière comprend l'obligation de surveillance, la police de l'hygiène, la salubrité, la sécurité, le maintien de l'ordre, la décence et bien sûr la démolition ou la réparation des édifices menaçant ruine. Donc, cette police qui est dévolue au maire sous le contrôle du préfet peut évidemment engager la responsabilité de la commune. On a déjà la responsabilité de la commune qui était engagée parce qu'elle avait donné des emplacements qui n'étaient pas propices aux inhumations, en particulier une tombe qui a été inondée alors que le maire savait pertinemment bien que c'était un terrain inondable. Donc, malgré l'enquête hydrogéologique qui doit avoir lieu, il était passé outre et là, forcément, ça a posé problème. S'il y a une surveillance insuffisante du cimetière, des vols, des dégradations et autres, la responsabilité de la commune peut être mise en cause. C'est pour ça qu'à un moment donné, il y avait des subventions qui étaient accordées aux communes pour mettre des caméras de surveillance et de la vidéoprotection à l'entrée des cimetières. Bien sûr, s'il y a une décision illégale qui est prise, et là j'attire vraiment votre attention sur le fait qu'il y a de plus en plus de problèmes dans les cimetières avec des exhumations illégales parce qu'on se trompe de tombe ou on n'a pas la- les bonnes informations pour inhumer au bon endroit. Donc là, ça peut être extrêmement violent au niveau dommages et intérêts pour la commune. Et on peut même engager la responsabilité pénale du maire si jamais il avait connaissance d'un monument funéraire qui était en péril et qu'il l'a laissé sans faire la procédure d'arrêté de péril et que dans ce cas précis, c'était l'effondrement de ce monument sur un passant qui l'avait très sérieusement blessé et qui a engagé la responsabilité pénale du maire. Donc soyons toujours extrêmement vigilants sur le fait que le cimetière n'est pas du tout un lieu anodin et qu'il faut faire beaucoup de choses. Par conséquent, le règlement du cimetière, même s'il est facultatif, est plus que fortement conseillé. Son contenu est libre. On a évidemment des modèles à l'Association des maires à vous proposer. Il est très utile pour les relations avec les pompes funèbres et de plus en plus parce que justement, il y a vraiment, comme je vous le disais, de plus en plus de difficultés. On a même dernièrement reçu du sous-préfet un courrier sur une entreprise de pompes funèbres qui pose d'énormes problèmes en Meurthe-et-Moselle. Donc, et moi, je conseillerais presque de faire deux types de règlements du cimetière. Un à destination des pompes funèbres pour tout ce qui est travaux et un à destination des utilisateurs, entre guillemets, pour savoir un petit peu ce qu'ils ont le droit de planter, comment on utilise le cimetière et donc de leur laisser quelque chose de très précis sur ce qu'on peut faire ou ne pas faire dans un cimetière, même si j'ai bien entendu ce que disait Julie sur le fait que on devrait en faire un lieu de vie. Pour l'instant, c'est pas encore tout à fait dans les us et coutumes. Il est fondé classiquement sur la sécurité, la salubrité, la tranquillité publique, la décence. Et bien entendu, en matière de sécurité, ça devient de plus en plus préoccupant sur certaines tombes. Et le point le plus important, évidemment, c'est de faire sur un point sur les travaux qui peuvent être soumis à déclaration, à autorisation, avec de plus en plus, ce qu'on recommande aux élus, c'est de faire des photos avant qu'une entreprise n'intervienne pour savoir quels sont les états des tombes qui sont avoisinantes, afin d'éviter de se retrouver avec des problèmes en disant que c'est l'entreprise qui a saboté les tombes voisines quand elles ont fait des travaux sur une tombe en particulier. Alors, comme vous le disiez, les cimetières pour l'instant sont encore minéraux à 60%, c'est-à-dire qu'il y a très peu de végétation, des espaces, les allées et les intertombes, espaces intertombes sont en sable, en gravillon ou en enrobé. Les fameuses cimetières à ambiance végétale sont en progression constante. C'est ce qu'on appelle les cimetières paysagers, enherbés et arborés. Et les mixtes, c'est ceux qui préconisent l'un et l'autre avec toutes les possibilités que vous avez déjà évoquées. Pourquoi effectivement on essaie de végétaliser un maximum? Parce que l'interdiction des produits phytosanitaires depuis le 1er juillet 2022, comme vous le faisiez remarquer, a engendré un coût extrêmement important maintenant dans l'entretien et qu'on propose de végétaliser plutôt que de désherber.
Quelqu'un posait la question dernièrement sur les subventions. Il y a des possibilités de subventions par la DETR sur tout ce qui est aménagement, réfection, accessibilité du cimetière. Ça ne fait pas forcément partie des dossiers prioritaires, mais théoriquement, ça existe. Et on peut même envisager de la DSIL dans le cadre de la priorité mise aux normes et sécurisation des équipements publics. Alors, en quelques mots, pour réaliser un état des lieux, parce que souvent, avant de commencer à entretenir, à végétaliser autres, c'est bien de refaire un petit point sur la façon dont ça se passe. Dans la majorité des communes rurales, je maintiens qu'on peut le faire sans avoir besoin de recourir à un expert. Il faut de la bonne volonté, mais comme vous le faisiez remarquer, Madame la présidente du CAUE, il y en a beaucoup encore de bonne volonté dans les communes rurales. Donc, sachez que pour l'instant, il y a encore des communes qui n'ont même plus de plan de cimetière. Donc, faire tout simplement un plan du cimetière avec les emplacements existants et les photos des monuments funéraires. Et puis, regarder les registres des personnes qui sont placées à l'ossuaire, classer par année tout ce qui est les autorisations d'inhumer, d'exhumer, savoir s'il y a des concessions. Il n'y a pas forcément de concessions dans tous les cimetières, hein. Je reviens sur cet aspect parce que c'est très important. Et on a des maires qui me disent, ah bah, forcément, il y a des concessions. Non, il n'y a pas forcément des concessions. Euh, si jamais vous n'avez plus aucune trace d'un titre et si vous n'avez jamais reçu de paiement, le juge considère que en fait vous êtes en terrain commun. Donc je dis ça par rapport à la reprise de certaines concessions entre guillemets fictives parce que en fait il n'y a jamais eu de titre de propriété qui ont été faits. Vous recensez les morts pour la France, les déclarations, les autorisations de travaux, les procédures en cours, que ce soit les reprises de sépulture, les périls, les reprises de concessions, et bien sûr les demandes particulières, puisque vous pouvez avoir des personnes qui viennent vous voir pour dire qu'elles refusent la crémation et qu'elles veulent être sûres que vous pouvez faire quelque chose. Alors, en espérant qu'effectivement, comme normalement, on vient vous déclarer en mairie la le décès, eh bien, vous pouvez dire, attention, vous savez que la personne qui est décédée refusait absolument la crémation. Parce que ça, c'est un point qui est extrêmement important, mais qu'on retrouve systématiquement. La mort faisant toujours aussi peur à certaines personnes, nous avons des familles qui ne savent absolument pas quel était le choix de la personne qui vient de décéder, si elle voulait être inhumée ou si elle voulait être crématisé. Et par conséquent, on arrive à des batailles juridiques entre enfants qui disent, mais si, il voulait être inhumé, mais non, il a toujours refusé, qui serait vraiment fortement utile d'éviter si jamais on exprime de son vivant ce que l'on veut faire après. Sachant que, comme vous l'avez fait remarquer, on n'a pour l'instant que deux possibilités, soit l'inhumation, soit la crémation et qu'avec l'évolution peut-être de la législation, on pourra envisager d'autres solutions pour l'instant, mais sachez que pour l'instant, c'est très important. De la même façon, j'en profite pour faire un petit aparté, mais pas tant que ça. Soyez toujours informés aussi, parce qu'on se retrouve avec des problèmes tout aussi douloureux, savoir si jamais la personne souhaitait un acharnement thérapeutique qui s'appelle maintenant autrement, mais ça doit être utilisation déraisonnée des soins. Mais c'est très important aussi de le savoir parce que quand vous vous retrouvez dans la situation, prendre une décision alors que vous ne savez pas ce qu'il en était est beaucoup plus douloureux. Et puis, bien sûr, s'il y a un site itinéraire, vous faites la même chose en classant pour les cendres dans les columbariums ou autres. Et investir dans un logiciel de gestion de cimetière peut être intéressant pour les communes les plus importantes. Pour les autres, il suffit simplement de savoir ce qu'on met dedans et faire un joli tableur Excel avec titulaire, tarif, tapis, type de concession, etc., etc. Mais je vous donnerai le PowerPoint. Et puis, pour les informations manquantes, faites appel aux anciens de la commune parce qu'on a des mines de trésors, de mémoire dans les communes. Et puis, bien entendu, Internet et les réseaux sociaux qui sont maintenant un des meilleurs moyens d'obtenir des informations sur les tombes. Il suffit de faire des photos et autres et vous verrez la rapidité avec laquelle vous pourrez avoir, alors pas toujours évidemment des informations véridiques, mais en tout état de cause, vous en aurez. Et puis sinon, vous Mathilde, recherchez les actes aux archives et voilà.
Ah, voilà, j'allais vous demander de conclure, mais c'est vraiment parfait. C'était très, très complet. On avait besoin de ce regard juridique et du vôtre en particulier, Mathilde. Alors, Merci. vous avez déjà répondu aux questions qui étaient dans le chat. Il en reste deux qui ont pour l'instant pas de réponse. On les remettra en discussion à la fin des interventions. Une qui a trait à l'avenir et puis une autre sur l'administration, quelles sont les autorisations pour être dans un site cinéraire. Je crois que Anne-Mathilde a été assez claire, toutes les autorisations passent par le maire de la commune qui a toutes les responsabilités. On le voit bien au travers de ce dossier. Alors Barbara, si tu veux reprendre la suite. Eh bien, merci beaucoup. C'était passionnant ce côté juridique. Alors, nous allons donner maintenant la parole à Josette Prin, qui est conseillère municipale de Katzenheim. Et pour essayer de rester dans les temps du webinaire qui devait durer 2 heures, est-ce que vous seriez d'accord, madame, pour qu'on vous accorde peut-être moins de 10 minutes, je disais 7 minutes peut-être, pour pouvoir rattraper un peu notre retard, parce que derrière, nous avons une autre prise de parole. Et ce qu'on pourrait faire, c'est on fait parler les deux intervenants et après seulement on pose des questions. Est-ce que ça vous convient? C'est très Oui, bien. ben, je vais essayer de Parfait. parler plus vite. Eh bien, c'est à vous. Merci beaucoup d'être là. Voilà, donc je vais donc aller à l'essentiel. Je m'appelle Josette Prime, j'étais adjointe au maire quand le cimetière a été enherbé dans notre commune. Maintenant, je suis conseillère municipale dédiée à l'environnement. Donc, la commune de Quatzenheim, qui contient 800 habitants, s'est engagée déjà dans une démarche zéro pesticide en 2011 et a conclu la charte zéro pesticide en 2014. Cet engagement donc pour plus de biodiversité et de respect de la nature. On a voulu, avant déjà la loi Labbé, mettre en place un enherbement de notre cimetière. Voilà, donc suite d'ailleurs à cette démarche zéro pesticide et à l'enherbement du cimetière, la commune a obtenu le label 3 libellules le 22 novembre 2016. Voilà. Alors, les raisons décisives qui nous ont poussé à ça, bien entendu, c'est le traitement des adventices qui était très difficile, chronophage. Pour notre petite équipe, un ouvrier communal et demi, un à plein temps, un à mi-temps. Donc, sans résultat permanent, ils arrivaient au bout du cimetière, ils devaient recommencer au début et ils avaient toutes les autres tâches de la commune, dont un mécontentement total des habitants qui voyaient que l'état de leur cimetière, qui était nickel avec leur gravier auparavant, était complètement désordonné avec des mauvaises herbes qui poussaient partout. Donc, ils étaient très mécontents. Et l'aspect du cimetière, en plus, était très minéral, très froid, et malgré de très belles stèles anciennes qu'on avait et qu'on souhaitait absolument conserver. Donc, on a commencé par faire une démarche de communication depuis 2011 très importante pour préparer les habitants du village, dont 40% étaient quand même des seniors, qui étaient attachés à leur cimetière et qui voulaient absolument pas en changer l'aspect. Donc, on a communiqué par des démarches éco-citoyennes auprès des habitants. On a fait une page sur l'environnement dans le bulletin municipal tous les 2 mois. On a créé un guide éco-citoyen. On a créé des journées de biodiversité. On a fait des trocs aux plantes. On a renaturé une ancienne décharge où on a mis 2 ruches d'abeilles dessus. Et là, les seniors étaient très contents parce qu'il y avait de nouveau des abeilles dans leur jardin pour polliniser, donc ça leur faisait du bien. Et ensuite, donc, cela a permis d'éliminer aussi certaines craintes, parce que les craintes, bien sûr, étaient nombreuses. On a eu des réunions, on a eu même des menaces de manifestation de certains habitants, tellement qu'ils étaient inquiets. Ils nous ont dit d'abord que c'était avec l'herbe très difficile de circuler dessus pour les handicapés, ce qui était totalement faux, puisque les handicapés sur le gravier, leurs roues s'enfonçaient, etc. Ils ont dit aussi que ça serait très humide et que les gens qui allaient aller sur l'herbe quand il avait plu allaient glisser et tomber. Donc, c'était des choses. Alors, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a en fait contacté des personnes qui s'étaient déjà occupées, notamment la municipalité de Strasbourg, qui avait un cimetière qui était déjà enherbé, et qui nous ont donné beaucoup de conseils, ils nous ont guidés pour éliminer justement ces craintes-là. Donc, ils nous ont expliqué qu'ils avaient créé, sur l'espace enherbé, un mélange de 50% gravier, 50% terre, qui permettait d'abord de filtrer beaucoup l'eau, donc il n'y restait pas d'humidité au-dessus, et qui était extrêmement stable, ce qui permettait au fauteuil roulant de rouler beaucoup mieux que de s'enclaver dans du gravier. Voilà, ça c'était à la visite du cimetière de la Robertsau que l'on a effectué.
Et ensuite, ce choix d'enherbement a été dans notre cimetière qui fait 1700 mètres carrés. On a voulu le faire vraiment à fond. On a choisi une entreprise pour. Euh, on a gardé une allée centrale qui, elle, était bétonnée, hein, donc l'allée centrale, parce que ce cimetière est tout en longueur, hein. Et on a fait le choix, sur la plus grande majeure partie de l'ancien cimetière, de mettre des plaques de gazon. Une fois que le cimetière a été décaissé sur quand même 50 centimètres, hein, qu'il a été donc remblayé avec un mélange de 50% gravier et 50% terre, on a mis des plaques de gazon dessus pour une raison simple, c'est qu'on ne voulait pas que tout le cimetière soit bloqué alors qu'il pouvait arriver des enterrements pendant la période. Donc cette période s'est déroulée de fin août jusqu'à fin septembre, début octobre. Et donc, ça s'est passé très, très bien. La méthode de rouleau de gazon a été faite en 15 jours et on n'a pas eu d'enterrement à cette période-là, donc ça s'est bien passé. Et on a présenté pour cette démarche un dossier à l'agence de l'eau qui, à l'époque, comme nous étions pionniers dans le domaine, on était les premiers à le faire dans la région, nous ont subventionné quand même jusqu'à 60% de tous nos travaux. Ce qui malheureusement n'est plus le cas actuel. Je crois qu'ils subventionnent dans les 25%. Pourquoi? Parce que eux, leur intérêt, c'était la nappe phréatique, avec tous les pesticides et les engrais qui passaient dans la nappe pesticide. C'était de protéger cette nappe et de protéger l'eau et de protéger, bien entendu, la biodiversité, hein. Alors, on a choisi une entreprise vicaire qui a fait le gros œuvre parce que c'était un sacré travail, parce que entre les tombes qui étaient étroites, il n'y avait pas de machine qui pouvait excaver. Il devait le faire strictement à la pelle et à la main. Donc, c'était un sacré travail. Alors, vous avez peut-être quelques photos qui vous montrent les travaux avant et après, peut-être dans le PowerPoint un petit peu plus loin. Voilà, ça c'est le cimetière avant travaux. Vous voyez un peu l'état. Alors, on a pris la photo quand vraiment ils étaient arrivés en haut, ils n'avaient pas encore recommencé en bas, hein. Voilà, donc ils devaient, par des moyens difficiles, à la pelle, au râteau, ils ont essayé plusieurs méthodes, mais chaque fois ça ne donnait rien. Donc les tombes étaient dans un état épouvantable. Et ensuite on va monter et on va voir un petit peu là, après, ça c'est toujours avant, et voilà après ce que ça donne. Donc, il n'y a pas photo, comme vous pouvez le voir. Vous voyez, là, c'est en cours d'emplacement, de mise en place des rouleaux de gazon sur le cimetière. Voilà. Et donc, ça a été mis aux normes aussi handicapées à des points d'eau. On a créé 2-3 points d'eau supplémentaires. On a dû dessoucher des sapins dans la dernière partie. Et la dernière partie, on a créé un columbarium. Donc voilà, là aussi, on s'est heurté à beaucoup de résistance de la part de la population, mais l'un dans l'autre, finalement, ça s'est bien passé. Donc, et on est arrivé ensuite. Alors, tout à l'heure, justement, il parlait de l'entretien, pour l'entretien, est-il plus facile? Alors là, il n'y a pas photo non plus. Avant, ils étaient tout le temps là-dessus et c'était jamais bien. Là, 4 heures de tonte sont nécessaires pour notre cimetière. Il fait 1200 mètres carrés plus 500 mètres carrés du columbarium, avec 3 ouvriers, avec un matériel adapté, une tondeuse large, une tondeuse courte et une débroussailleuse spéciale des bordures pour pas qu'il y ait de projection sur les tombes. Ça nous a aussi été conseillé par l'agence de l'eau et subventionné également à 60%. Donc ce matériel, on l'a. Et donc, par contre, pour les employés, alors là, je peux vous dire que pour eux, c'est le vrai bonheur, parce qu'auparavant, ils passaient des heures et des heures sans aucun résultat. Et là, en fait, avec de la tonte, ils arrivent à avoir un cimetière magnifique, impeccable. Et ce que je voulais vous dire aussi, c'est que donc, toute cette, disons, un petit peu la résistance de tous les habitants pendant presque un an, où il a fallu les convaincre, c'est vraiment le jour où le cimetière, et c'était début novembre, il y a eu la Toussaint, après qu'on ait terminé le cimetière, tout l'enherbement, il faisait un temps magnifique en plus. Mais je peux vous dire que j'ai eu l'impression d'assister à une vraie fête sur ce cimetière, parce que toutes les personnes âgées étaient là, à nettoyer, à brosser. Il y en a 5 qui ont refait faire leur tombe parce qu'ils voulaient que ça soit aussi beau que les jardins qui étaient autour. Parce qu'on avait mis des arbustes, on avait mis bien entendu pas mal de végétation. C'était vert, c'était agréable. Et comme disait très bien le monsieur tout à l'heure, c'est devenu un espace presque de vie parce qu'il y a des papillons, il y a des oiseaux,
il y a toute une faune qui s'est développée. On a des tas de fleurs, on a ce côté vert qui, au printemps maintenant, c'est magnifique. Donc, ça ne peut être qu'une bonne chose. Au niveau, bien entendu, du déplacement dessus, ça n'a posé aucun problème, même aux handicapés. Euh, il y a même eu un incident, je vous le raconte, c'est pour la petite touche d'humour, une dame qui est allée sur la tombe de son mari et qui a eu un malaise. Et elle est tombée mollement comme une fleur sur le gazon, sans se faire mal ni rien, alors qu'il y aurait eu peut-être du gravier et des pierres. Elle se serait blessée. Donc, vraiment, c'est un bonheur. Et depuis, ça a été un revirement total dans la population, disant que vraiment c'était magnifique et qu'ils sont tous très très contents. Et en plus, ils sont contents d'aller sur le cimetière et d'entretenir leurs tombes, qui sont beaucoup plus entretenues qu'auparavant, puisqu'auparavant, ça donnait même pas envie. Alors, on voulait quand même faire savoir ce savoir-faire et faire accepter encore plus ce zéro phyto et l'expliquer. Donc, on a créé des petits panneaux, je ne sais pas si vous les avez dans le PowerPoint. En fait, on a créé des affiches pour expliquer ces choix environnementaux dans chaque espace de notre village, puisque ailleurs, on a aussi enlevé les vivaces, on a mis des vivaces dans les massifs, on a enlevé les annuels. Et donc, on a créé des panneaux en alsacien et en français, puisque bon, on est un village alsacien, expliquant que ici, par exemple, pour le cimetière, je ne sais pas si vous le voyez, non, on ne le voit pas. Non, on le voit pas. Je vais partager Les l'écran, je viens de les retrouver. vous allez les retrouver, voilà. Ici, les pesticides ont été supprimés et l'eau de la nappe phréatique retrouve sa qualité. Et c'est bien fait pour notre santé. La biodiversité garde du terrain. Le cimetière est entretenu mécaniquement avec régularité dans le respect de ce lieu de mémoire. Voilà, donc ce panneau-là figure à l'entrée du cimetière. Et ici, je me sens bien. Et on en a mis un petit peu dans tous les endroits du village pour expliquer qu'on ne tombe pas tous les jours, mais qu'on attend la période des tontes pour tondre. Vous voyez, là, c'est l'aspect après. Il y a quand même une sacrée différence. Et donc, on a eu le bonheur de le faire visiter d'ailleurs à Citoyens et Territoires lors d'un vendredi de la transition. Ils sont venus avec d'autres élus. Nous avons fait ensuite des... Alors au départ, tout au départ, avant que ça soit engagé, et lorsqu'on a reçu notre récompense des libellules, on avait une réunion avec la Frédon, avec 300 élus, et on a parler de notre projet d'enherber le cimetière, il y a eu un tollé général, comme si nous avions dit des injures. Et ensuite, après la mise en place de nos cimetières, plusieurs élus sont venus faire des photos dedans. Et lorsque nous avons fait une réunion de 30 communes sont venues, l'ont visité. Et ensuite, après, ont pris la décision de mettre en place, 17 ont pris la décision de mettre en place ce système-là. Malheureusement, ils n'ont pas eu les 60% de subventions, mais ils ont eu dans les 25%. Et ils ont innové en créant d'autres pelouses à mettre en place avec du gravier. Donc, ils ont quand même trouvé des solutions pour enherber ce cimetière. Voilà. J'ai essayé d'aller Eh bien, vite. écoutez, magnifique, merci madame. C'est incroyable votre persévérance, votre foi, votre conviction. Finalement, vous avez réussi à lever tous les freins. Ça vous a pris du temps. Et puis aujourd'hui, ben, vous avez la récompense hein, de vos habitants. Et c'est vraiment un très très bel exemple que vous venez de nous décrire. Merci infiniment. L'essentiel, c'est de bien communiquer avant et de bien Oui, préparer les personnes. ouais, C'est ouais. essentiel. Voilà. Bravo, merci. Je vous en prie. Alors, Olivier, est-ce que tu veux introduire notre prochain intervenant? Ton On micro va est faire éteint. Alors, c'est pas grave. Donc, notre prochain intervenant, Je bah, tiens c'est à Olivier. féliciter Josette pour cet exemple passionnant. J'ai apprécié le slogan Ici je me sens bien apporté à un cimetière. Ça m'étonne un peu, mais voilà. Donc Denis, sans transition, donne-nous l'exemple de Battigny, qui a un excellent village. Il va peut-être pas avoir le temps de nous parler de son verger absolument étonnant. Il a un verger des naissances à côté du cimetière enherbé. Oui, bonjour à tous. Vous Le voilà. m'entendez? Oui? Vas-y, Denis, oui. Oui, On oui, ne te voit pas, mais on on peut y aller. t'entend. D'accord, très bien. Oui, alors après tout ce qui vient d'être dit, je vais faire preuve de beaucoup d'humilité, évidemment, parce qu'il y a des exemples tout aussi beaux les uns que les autres. Nous, c'est un petit peu différent. Nous sommes une petite commune rurale
dont je suis maire depuis 1995. J'étais un tout jeune maire et une des premières volontés du conseil municipal du moment, c'était d'aller vers davantage de respect des espaces de biodiversité qui sont aujourd'hui un peu la marque de fabrique du village et qui étaient un peu maltraités en 95 et notamment au cimetière où le chlorate de soude était acheté par bidon de 5 kilos de nombreuses fois par an pour que justement on ait une surface totalement minérale et qu'il n'y ait plus un brin d'herbe. Et ça, d'ailleurs, ça faisait la fierté de nombreux bénévoles qui, quand le chlorate de soude ne suffisait pas, ben, y allaient de leur binette, évidemment, pour enlever toute trace d'herbe. Donc c'est très ancien, 95-96, hein, c'est le printemps 96 qui nous a fait arrêter tout ça. En hiver, ça ne poussait pas. Et puis c'était l'argument phare. Alors je rejoins la dame comment dire, qui s'est exprimée juste avant moi. C'était d'aller dans une communication. Alors Batigny, oui, c'était à l'époque. À l'époque, nous étions 81, moi compris. Donc dans ce petit village, je venais d'arriver il y a 1 an et demi avant. C'était le village de mes ancêtres qui sont là depuis 400 ans. Et aujourd'hui, nous avons doublé la population. Et malgré tout, on enterre des gens quand même. Hein. C'est pas qu'on est dans une espérance de vie exceptionnelle. Mais on avait donc cette volonté à contrarier les habitudes anciennes de désherbage, mais surtout à communiquer pour éviter les heurts et faire en sorte que ça se passe au mieux. Et puis, ça n'a pas été trop compliqué, finalement. Et notre argument le plus fort du moment, c'est parce que notre village est alimenté par des ressources en eau naturelles. On a plusieurs sources. Certaines, même au Moyen-Âge, permettaient de guérir de certaines maladies infantiles. Donc, toutes les archives en parlent. Et les anciens ont été très sensibles à ça, en comprenant que le virage qu'on souhaitait prendre, il était nécessaire pour préserver la qualité de l'eau, puisque notre cimetière, lui, domine le village. Il est au-dessus de l'église et c'est vraiment les dernières demeures, on va dire, et définitives pour la plupart des gens qui habitent ce village. Le cimetière domine la totalité du village. Donc, par gravité, tout ce chlorate de soude descendait plus bas et rejoignait nos ruisseaux, nos cours d'eau, et puis nos fontaines, sans doute, qui étaient toutes alimentées par différentes sources. Donc, on a communiqué. Alors, à l'époque, vous voyez bien, 80 habitants. Moi, je suis allé chez chaque bénévole du cimetière. J'ai pris le temps. Voilà, ça s'est résumé à souvent une petite soirée. Quand je quittais mon boulot, ben voilà, j'allais passer 1 à 2 heures chez ces bénévoles, les uns après les autres, ou les unes après les autres. Il y avait plus de dames, hein, évidemment. L'espérance de vie des hommes, il y a 30 ans, était un peu moindre qu'aujourd'hui. Et puis, ça s'est pas mal passé. Le plus dur, c'était cette période transitoire où on a à la fois de l'herbe et à la fois encore du minéral. Alors nous n'avions pas les moyens, on avait beaucoup de choses à faire à l'époque, il nous en reste encore beaucoup, mais nous n'avons pas les moyens de décaisser, de replanter, même avec des subventions qui étaient moins importantes sans doute pour ce type qui étaient plus importantes à l'époque, mais qui étaient peut-être pas... Enfin, la revégétalisation d'un cimetière, c'était sans doute pas éligible en 95, en tout cas je ne l'avais pas vu. Et on a laissé le temps au temps, c'est-à-dire que on a gratté, comment dire, pour éviter les chardons, évidemment. On a continué à jouer de la binette, mais jamais plus de désherbants, jamais plus de produits phyto. Et puis, petit à petit, on a vu le cimetière se transformer. On a favorisé cette transformation à notre façon, c'est-à-dire que par endroits, grâce à un petit affichage didactique sur lequel on mettait quelque chose du genre espace en cours de végétalisation, on laissait monter les plantes qu'on avait envie de voir se reproduire. Et puis, d'ailleurs, des gens ne soupçonnaient même pas les fleurs qui abritaient le cimetière, puisque là, soit on les désherbait, soit on les coupait, enfin bref. Et là, elles se sont auto-semées, et puis même des habitants ont jeté quelques poignées de gazon ici ou là autour de leur tombe. Hein, ils n'étaient pas prêts à végétaliser tout le cimetière, mais et ça nous a fait gagner un petit peu de temps, et en quelques années, sans frais, moins d'un mandat, hein, à peu près, ou disons un mandat pour l'allée centrale qui était quand même la plus martyrisée à la fois par le piétinement et puis en même temps par les couches de chlorate de soude qui s'étaient accumulées au fil des 3 dernières décennies. Petit à petit, aujourd'hui, on a des fleurs naturelles, sauvages, indigènes, hein, évidemment,
Et puis on oublie même qu'il y a eu une période un petit peu de tension, mais ça n'a pas duré une année, hein, puisque des gens considéraient que le cimetière était sale, faisait sale. On était dans on nettoie bien, on fait propre, et on n'avait pas besoin d'être, comment dire, d'une région ou d'une autre pour considérer qu'un cimetière propre, c'est un cimetière sans herbe. Donc très vite, ça s'est végétalisé comme ça. Aujourd'hui, il nous reste à approcher. Il nous reste beaucoup de choses à faire dans ce cimetière, hein. Bon, c'est une église, l'église sur laquelle s'appuie le cimetière, sur laquelle s'appuie le cimetière a presque 1000 ans. Donc imaginez que les murs de ceinture de ce cimetière sont vieux, donc petit à petit on les retape, mais néanmoins on a presque envie de les ouvrir justement pour agrandir ce cimetière euh, et en faire un cimetière qui soit un espace cinéraire arboré. Voilà. Petite, alors on ne parlera pas de forêt chez nous, mais on a bien envie, au regard de certains cimetières visités en France ou ailleurs, à faire en sorte qu'aujourd'hui, certaines familles puissent trouver un espace arboré pour aller y déposer les urnes, par exemple, ou les cendres de leurs défunts. Voilà. Voilà dans un premier temps ce que je peux dire. J'ai perdu tout le monde ou... Non, 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 c'était vraiment très, très bien, Non, Denis. c'est bien. On t'a bien entendu, Ouais. c'est clair. Tu aurais juste pu parler de ton verger des naissances, parce qu'on est à l'inverse d'un cimetière. Certains s'interrogeaient sur l'avenir des cimetières avec la crémation, mais dis-nous un petit mot de ton verger des naissances, parce que je trouve Alors que c'est une des attendez, plus belles je regarde s'il n'y a pas des choses réalisations importantes, mais municipales de la... je vais en parler. Mais oui, non, peut-être par rapport à l'entretien aussi. Tout à l'heure, j'ai senti des questions et puis des interrogations sur le temps passé. Alors évidemment, le cimetière doit bénéficier de toutes les attentions, hein. Les gens qui y viennent sont pas souvent dans le meilleur état d'esprit, ils sont souvent un peu tristounes et dépressifs ou déprimés en tout cas, parce qu'on vient, mais pas forcément. Et les vraies satisfactions, c'était à la fois de trouver des gens qui nous disaient c'est quand même plus beau maintenant et on s'y sent davantage apaisé quand on y vient. C'est moins mortuaire, moins triste maintenant que c'est végétalisé parce que sur toutes les saisons où la floraison est présente et naturelle, nous on n'a pas d'annuel, hein, sauf celles que les gens mettent sur les tombes de leurs défunts. Mais partout ailleurs, on laisse les fleurs. Alors, ça suppose une inculturation des employés. Nous, c'est intercommunaux, on sollicite la Comcom pour avoir des agents. Et à chaque fois, il faut être vigilant. Si l'agent change, il faut leur briefer et lui dire, bah, voilà, les petites fleurs qui vont se développer ou qui vont fleurir, même si elles ne sont pas nombreuses pour l'instant, elles vont être plus nombreuses après. Ce n'est pas un coup de débroussailleuse à fil qui va nous rendre des escaliers plus propres et plus minérales. Vous les laissez dans les interstices, si la végétation envahit l'escalier de pierre qui est là depuis des centaines d'années, bah, vous les laissez, elles vont finir par fleurir. Et tout ça, c'est une vraie vigilance de tous les printemps et de tous les étés, enfin en tout cas quand ça fleurit ou ça se développe. Et puis surtout, c'est laisser les tombes en granit, en pierre ou autre, une fois que le coup de rotophile est passé, parce qu'on peut pas nos tombes sont effectivement ceinturées d'allées de 30 à 40 cm. Hein, c'est un vieux cimetière, hein, il y a des tombes qui sont plusieurs fois centenaires. C'est ce qui en fait aussi sa particularité et puis sa beauté. Mais il faut pas qu'il y ait un brin d'herbe qui traîne ou des brins d'herbe qui soient collés. Donc, on joue beaucoup avec la météo. Je me suis vu reporter l'entretien du cimetière parce qu'il pleut. Et parce que les brins d'herbe vont être collés sur les tombes et que c'est beaucoup plus difficile à nettoyer. Donc, on s'en remet un petit peu plus tard. Les gens l'ont compris. À une époque, on a communiqué, on communique plus. On trouve que des fois, trop d'infos tue l'info. Puis en même temps, ça pollue un peu le regard qu'on peut avoir sur les lieux. Donc, on a mis des petites choses didactiques à une époque. Aujourd'hui, on les met plus. Les gens ont compris. Et puis le cimetière vit bien comme ça. Voilà. Denis, juste en une Oui, minute, est-ce que tu peux parler du jardin des naissances que vous avez oui, si vous fabriqué? voulez. Donc, Une minute. oui, alors une minute. Donc, on a pris dans les années 2000 et on a inauguré en 2008 avec Michel Dinet un jardin des enfants. Enfin, on appelle ça le verger des enfants. C'est-à-dire que dans le village, à chaque naissance domiciliée, on va dire dès qu'un enfant n'est pas forcément au village, mais il va naître à Nancy, à Laxou, enfin dans les maternités du coin, et qu'il est domicilié tout de suite parce que ses parents sont là au village, eh bien on plante un arbre, un espalier
l'honneur de la naissance de cet enfant. Alors, quand je dis on le plante, c'est les parents, avec un élu qui veut bien accompagner ou pas, hein, mais en tout cas, on montre l'endroit où ça doit se faire. On fournit l'arbre, par contre. Et puis aujourd'hui, on a 5 allées de 8 arbres, presque donc 40 arbres, il reste une ou deux places. Et j'espère qu'on en plantera d'autres. Mais voilà, on a aujourd'hui un verger qui est là depuis 2008, qui est bien joli, et puis qui surtout nous émeut de temps en temps, puisque des enfants viennent avec leurs grands-parents, avec leurs parents, ils sont adultes aujourd'hui, et ils viennent voir leur arbre, même s'ils ont quitté le village, ou si leurs parents ont quitté le village pour différentes raisons, quoi. Et qu'est-ce que Et- vous faites des fruits? alors, les fruits sont la propriété, entre guillemets, des enfants ou de ceux qui veulent les cueillir, parce qu'on en a quelques-uns qui se lèvent très tôt les matins et qui viennent quelquefois chercher un petit panier pour faire une tarte. J'ai déjà surpris, malgré moi, je ne monte pas la garde, hein, et des papis ou des mamies qui sont contents d'aller piquer 3 pommes ou 2 poires pour aller faire une tarte pour deux, quoi. Voilà. Mais non, sinon, les fruits, bah, les enfants sont invités. C'est parce que on a voulu des espaliers pour que les enfants puissent surveiller le développement de la fleur jusqu'aux fruits. Voilà, tout ça dans une politique et de volonté pédagogique à faire comprendre qu'avant le fruit, on a une fleur et que les pollinisateurs ont aussi leur place à jouer dans tout ça, quoi. Voilà. Très bien. Merci Denis, merci Josette. Un Voilà. magnifique exemple, hein, vraiment. Les deux exemples, celui de Quatzenheim et celui de Battigny, sont vraiment excellents pour clôturer ce sujet. Mais déjà, y a-t-il des questions qui n'auraient pas été répondues directement sur le chat? On vous propose de lever la main si vous avez des questions, mais je crois que ça a été vraiment très, très complet. Je regarde le chat. Je pense qu'on a... Pour info, pour terminer, Denis Battini, Oui, alors j'y pense parce que ma collègue précédente là, d'Alsace en a parlé. Nous avons aussi, nous, enfin, et en 2003, on candidatait pour la première fois en 2023. On a aussi obtenu 3 libellules et le coup de cœur du jury pour les différentes et actions toc, environnementales bravo, sur le village. Voilà. Donc c'est quand même super. une jolie récompense. On avait été sollicité pour aller à cette candidature, à ce label. On hésitait un peu et puis finalement, c'est une belle satisfaction pour les élus et les bénévoles qui accompagnent les élus dans ce genre Très bien. d'entretien d'un cimetière ou de volonté à préserver la biodiversité. Voilà. Ce qui permet C'est de une... rajouter, Denis, à ton intervention, on a dit tout à l'heure que les aides venaient de l'État et de la DETR, possiblement de la DECIL, mais comme l'a montré Josette à Quatzenheim, l'Agence de l'eau, au titre Oui. de la pollution des sols, étant un intervenant de premier choix sur ces problématiques de désimperméabilisation et de respect de la loi Labbé. Alors, je vais laisser la parole à Barbara pour un mot de conclusion. Aurélie avait juste levé la main si vous voulez Ah, encore. pardon, je n'avais pas vu. Excusez-moi, c'était juste pour aller dans le même sens que Anne-Mathilde Costantini, pour vous informer que on a édité un livret que chaque personne puisse. Ça s'appelle Mon livret des volontés funéraires. C'est un livret dans lequel les personnes vont venir justement découvrir le droit funéraire qui a été très bien redit par Madame Costantini et dans lequel les personnes vont pouvoir venir écrire leurs choix pour les volontés funéraires pour éviter justement les conflits de famille, etc. Donc, Très bien. il est à l'impression et on le reçoit lundi. Donc, c'est le bon moment pour vous en parler. Et merci à vous en tout Merci cas. beaucoup. Merci Aurélie pour cette précision. Eh bien, merci à tous. Sachez que ce webinaire, il va avoir vocation peut-être de servir aux autres CAUE du Grand Est ou à ceux qui aimeront s'en emparer et que nous allons aussi mettre en place tous ensemble, bien sûr, puisque c'est un travail de partenariat. 3 visites prévues cette année, donc sur le terrain, à tous ceux qui le souhaitent, comme je l'avais précisé en début de cette session. Donc, ça a été un grand plaisir. Les intervenants étaient de qualité. Et quand je vois la Ah fierté oui. qu'ont les élus d'obtenir 3 libellules, la fierté qu'ils ont de travailler justement pour le bien, l'environnement, la communauté, leurs habitants, et puis l'engagement de chacun d'entre vous dans vos actions bien définies, eh bien, c'était un réel plaisir. Donc, je tiens à vous remercier tous très sincèrement. Je tiens aussi à remercier tous
tous les gens à côté de nous qui ont réussi à mettre en place ce webinaire, à tous les agents du CAUE, à tous les agents de Citoyens et Territoires. Et donc, voilà, merci à tous pour ce très bon moment de grande, grande qualité. Et j'espère que ça va faire beaucoup, beaucoup de petits. Merci, chère Barbara. Mon petit mot de la fin également, ce serait vous remercier toutes et toutes. Vous voyez que le sujet était à la fois des plus sérieux et des plus passionnants, puisqu'on est vraiment dans le sociétal. Et mon mot de la fin sera d'inviter les élus à réaliser des vergers des enfants. C'est l'inverse d'un cimetière, mais c'est des lieux. Puisqu'on a parlé tout à l'heure de réenchanter la vie, c'est la coopérative de réenchanter la mort, pardon, c'est un lapsus, c'est la coopérative La Batelière qui nous disait ça. Il y a moyen aussi de réenchanter la vie. Et je dirais à mon ancien collègue Joël Labbé qu'il a vraiment changé la vie avec sa loi interdisant les phytosanitaires dans les lieux publics. Et c'est vraiment intéressant. En tout cas, merci à toi, Barbara. Un grand merci à mes chers CAUE et bonne continuation pour une rediffusion et qu'effectivement ce message se partage partout. À l'exemple, je le dis pour les autres départements de notre association des maires de Meurthe-et-Moselle, qui est toujours très efficace et active, et Anne-Mathilde l'a montré. Merci à toutes et tous. Merci, Olivier. Et vive Citoyens et Territoires. Et vive le CAUE de Meurthe-et-Moselle. Bien sûr. OK. Merci. Merci. Merci, au revoir. Oui, bonne soirée à toutes et à tous. Merci.